1, 2, 3, ça fonctionne, super, merci à toutes et à tous d'être là. Je vais pas prendre longtemps la parole. Salut Yves, il est super. Je vais juste vous dire 30 secondes pour dire la joie qu'on a en tant que Prestival d'être partenaire de l'événement aujourd'hui, disputons-nous. Le Prestival, vous voyez ces superbes affiches, on n'a pas le droit de mettre de scotch, donc elles sont pas très belles, mais en vrai, elles sont très belles. Et quand donc Chantal, Bélène, Yves, Samuel nous ont demandé d'être partenaires, ça a été une évidence pour nous parce que c'est exactement le sens aussi de notre action, de créer comme ça des débats, des espaces de rencontre pour échanger autour de l'information, pour se rencontrer et pour que ça aille un peu mieux dans cette profession pour le bien commun, pour la démocratie. Donc ça coche toutes les cases. Le Prestival, donc c'est quoi? C'est le premier festival de journalistes en Suisse romande. On l'a lancé en juin dernier avec toute une équipe qui vient de toutes les rédactions, de toute la profession de Suisse romande. Et ça a été super pour ceux qui ont été là. Géraldine, la directrice du CFJM, a même tenu un bar. Pas gros chiffre d'affaires, mais en tout cas... Pour la diversification, quoi, voilà, c'est vraiment, en fait... L'esprit était là et on relance une deuxième édition l'année prochaine. Donc si vous avez des idées, des envies, c'est vraiment un gros bac à sable où on peut tous venir jouer dedans. Si vous avez vraiment des projets, vous pouvez nous écrire info@prestival.ch, il y a toutes les informations sur le site internet. Et je suis toujours trop long, donc je vais m'arrêter là pour laisser la parole au meilleur d'entre nous et qui est notre trésorier du festival, Grégoire Moll, qui a mis ça, son plus beau gilet aujourd'hui et qui est en accord avec le décor de cette salle. Grégoire Moll, qui n'est pas qu'un très bon trésorier, qui est un très bon journaliste aussi, qui a un podcast. Il est aussi très, humble, donc il ne le dira pas, mais il a un podcast sur la RTS, le Play RTS, qui s'appelle Le Twist, qui est censé mettre des gens d'accord. Donc si vous voulez écouter Grégoire Moll, c'est Le Twist, le podcast RTS. Je fais ta pub, Grégoire. Merci. Merci à toutes et à tous. On les applaudit et voilà, je me tais. Quelle introduction. Merci beaucoup, Tristan. Bonjour à toutes et tous. Ouais, quel chauffeur de salle hors pair. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus à cette table ronde dans le cadre de la dispute sur la presse. Merci à l'association Disputons-nous pour leur invitation. Au cours de cette table ronde, on va échanger, discuter sur le rôle d'une profession qui a connu des jours meilleurs, je pense qu'on peut dire ça comme ça, le journalisme. Cette semaine, une étude de FOG, le Centre de recherche sur le public et la société de l'Université de Zurich, estime que près de la moitié de la population suisse, en 2025, fait partie de ce qui est appelé les indigents en matière d'information. C'est-à-dire que près de la moitié de la population suisse qui consomme peu ou pas d'informations ou qui s'informe principalement sur les réseaux sociaux. Quelques chiffres d'une autre étude de ce même centre de recherche, le FOG, mais qui date de l'an dernier. En 2016, 59% des personnes interrogées en Suisse déclaraient s'intéresser beaucoup aux actualités. En 2024, ce chiffre est passé sous la barre des 50% et plus d'un tiers des Suisses et Suissesses affirment éviter parfois ou même activement les nouvelles. Et si vous trouvez pas ça réjouissant, accrochez-vous, c'est pas tout à fait fini. Seuls 41% des personnes interrogées dans l'étude du FOC font confiance à la majorité des médias d'information. Celui-là, je vais m'arrêter quand même 2 secondes parce que 41%, donc ça veut dire nettement moins de la moitié de la population, fait confiance aux médias qui sont censés rapporter les faits et éclairer le débat public. Ça ressemble à un problème qu'il faudrait traiter. Oui, mais voilà, les journalistes sont sous pression. Suppression de postes, des médias qui mettent la clé sous la porte ou qui réduisent la voilure. Alors comment expliquer la méfiance du public envers les journalistes? Comment ces derniers peuvent-ils intéresser davantage les citoyennes et citoyens à l'information? Et puis d'abord, pourquoi est-ce que c'est important d'être informé? On va vous donner à vous la parole dans le public plusieurs fois dans le débat. Donc préparez un peu vos questions pour nos intervenants et intervenantes que je vais présenter tout de suite. Il y a aussi une magnifique boîte à chaussures qui circule, qui n'est pas du tout un placement de produit, mais qui est simplement un endroit où vous pouvez placer vos remarques pour la profession, vos souhaits, vos rêves pour le futur du journalisme. C'est plutôt pour ça. Et ça, c'est des questions des questions ou des remarques qu'on lira à la toute fin du débat. Et donc tout d'abord, enfin, j'arrête un peu de parler et je vais continuer pour présenter nos invités. Ryan Meldan, toi tu t'es aventuré dans la création d'un média, donc bonne pioche, après tout ce qu'on a dit, c'était vraiment le secteur d'avenir. Donc en 2023, tu crées Caféine Média, tu en étais le rédacteur en chef. Je dis était, car Caféine Média a fermé en septembre dernier.
Après presque 2 ans et demi d'existence, l'idée de Caféine Média, c'était de créer un média pour les jeunes, fait par des jeunes, dans une structure gérée par des jeunes. Et ben, tu nous raconteras ce que tu as appris de cette expérience. Pour un choix de carrière qui rapporte sans doute un peu plus, tu aurais peut-être pu t'inspirer d'Alexia Tissière. Toi, tu es avocate, voilà, donc c'est meilleure pioche peut-être. Et en 2019, tu as cofondé Mieux, un média roman qui est en pause, je crois qu'on peut dire ça comme ça, ou ouais, on peut dire ça, voilà. Mieux, qui se définit comme un média engagé sur plusieurs thématiques, comme la question climatique, les sujets féministes, la communauté LGBTQIA+, ou encore le mouvement Black Lives Matter. Engagé aussi, mais plutôt du côté droit de l'échiquier, Le Regard Libre, dont tu es rédacteur en chef, Jonas Follonier. Tu as d'ailleurs fondé ce média qui, je cite le site internet, ne souhaite pas tant informer son lectorat que lui donner matière à penser. Donc distinction intéressante au menu donc du regard libre, des analyses, des débats avec une vision libérale assumée. Et pour toi, c'est le débat ouvert qui permet d'approcher la vérité. François Pilet, tu es journaliste. Après avoir travaillé pour plusieurs médias comme Le Temps, Le Matin Dimanche ou encore l'Hebdo, en 2017, tu cofondes le média Gotham City, une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique. Ce média écrit sur des affaires de corruption, de blanchiment d'argent qui touchent la Suisse. Tu nous diras pourquoi tu as choisi d'occuper ce créneau spécifique et si c'est payant, sans mauvais jeu de mots. Et enfin, Géraldine Normand-Jacot, tu es directrice du CFJM, le centre de formation au journalisme et aux médias, une école qui forme des futurs journalistes. Pour toi, le journalisme doit redevenir le phare dans la nuit, un retournement de situation qui serait assez intéressant pour une profession qu'on décrit plutôt comme prenant l'eau ces temps. Donc voilà, comment repenser la formation d'une profession qui se cherche? Eh ben, tu nous le diras. On va commencer à parler justement de cette question du désintérêt du public. Pourquoi est-ce que les médias n'intéressent pas plus? Je rappelle ce chiffre, plus d'un tiers des Suisses et Suissesses qui disent éviter parfois ou activement les nouvelles. Géraldine, toi, comment est-ce que tu vois ce chiffre? Les journalistes ont normalement vocation à être lus, écoutés, regardés. Ils n'arrivent plus à suffisamment intéresser le public aujourd'hui? Hop, je presse sur le bouton. Bonjour. Alors c'est une vaste question, j'ai pas la recette, la réponse. Je suis comme toi, comme vous, je décrypte toutes ces analyses, toutes ces études. Mais ce que je constate, c'est que on est entré depuis maintenant pratiquement 15 ans, disons, dans une ère du flux. Et c'est vrai que vous le voyez, vous en êtes tous témoins, participants, victimes peut-être. Ce flux finalement génère un bruit qui est omniprésent, et c'est de plus en plus difficile, je pense, pour tout le monde de comprendre ce qui se dit, d'analyser le monde dans lequel on vit, qui est un monde en pleine transformation. Donc moi je pense que le fautif, c'est un peu ce flux, ce monde sans début ni fin qui rend l'appréciation du monde très compliquée et qui fait plus de bruit qu'il ne génère d'informations. Alors peut-être qu'il y a la question du flux des formats, mais peut-être aussi la question des sujets qui sont abordés, peut-être pas à voir. Peut-être que certains ne s'y retrouvent pas dans l'offre médiatique qui est proposée. Ryan Meldan, vous avez créé Caféine Média. L'idée, c'était de parler de sujets que, à Caféine Média, vous ne voyiez pas forcément traités dans les médias, de la traiter différemment. Et au début, tu as dit que vous vouliez faire que de l'information positive à Caféine Média. Pourquoi ce choix de départ? Bon, déjà, ce choix de départ n'a pas du tout été finalement fait sur le long terme. L'idée, c'est de se dire que les médias, quand on lit en tant que jeune, c'est très déprimant. L'actualité est quand même pas très réjouissante, surtout en ce moment. Donc je me suis dit, si on fait un média qui parle que d'actualité positive, ça allait être une chouette idée. Et en fait, très rapidement, on a vu que ce qui intéressait aussi, c'était quand même l'actualité. Enfin, il y a un droit quand même à être informé, et les jeunes aussi ont envie d'être informés sur ce qui se passe. Donc finalement, ça n'a pas tenu long. On n'a même pas fait finalement d'actualité très positive. On a fait une forme d'actualité positive plutôt en essayant de mettre en avant des jeunes qui s'engagent, qui montent des projets pour montrer que justement que les jeunes, c'est pas juste des choses négatives, addicts aux réseaux sociaux, etc., mais qui peuvent monter des projets de A à Z. Caféine, c'était aussi un bon exemple. Quand j'ai créé Caféine, quand j'ai eu l'idée, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 19. Donc quand même l'idée c'était de se dire, quand on est jeune, on a peut-être envie aussi de prendre part à différents projets. Et puis nous, l'idée c'est aussi de prendre part à l'actualité, de se dire,
on a tendance à vouloir informer les jeunes, les médias traditionnels multiplient les façons de le faire avec notamment les réseaux sociaux, autant se dire si on veut informer les jeunes, autant voir ce qu'ils ont réellement envie, avec les formats qu'ils ont envie, puis autant les intégrer dans cette démarche-là. Tu as parlé du droit à être informé, donc notamment pour les jeunes, mais j'imagine que ça s'étend à toutes les catégories de population, j'imagine. Jonas, je serais curieux d'entendre ce que tu penses de ce droit à être informé. Est-ce que tu penses qu'il y a est-ce que tu penses qu'il existe ce droit à être informé? Non, il n'y a pas beaucoup de droits à qui me convainquent, mais je suis heureux si les gens s'informent, évidemment. Je ne pense pas qu'il y a un droit à être informé, je ne pense pas qu'il y a un devoir d'informer non plus. Je pense que les gens essayent de faire ce dans quoi ils sont bons, ils s'estiment être moins mauvais qu'ailleurs. Et puis ensuite, ce qui compte, c'est qu'il y a une culture de la société où les gens ont envie d'être informés, envie d'entendre des informations différentes et des avis contradictoires pour ensuite prendre part au jeu démocratique et voter, par exemple, etc. Mais si on part du principe qu'il y a un devoir d'informer, on se met dans une position assez noble, on a envie d'être un phare dans la nuit. Moi, je partage pas du tout cette idée. Je pense qu'il faut redescendre un peu avec les pieds sur terre. On fait un métier parmi d'autres. Il y a beaucoup de contre-pouvoirs qui sont importants dans la société. Le journalisme en est un, mais c'est pas le seul. Et voilà ce que j'en pense. Et juste pour rebondir, parce que toi, Jonas, avec le regard libre, comme j'avais dit, tu as moins la prétention d'informer que de donner matière à penser. C'est ça le but du regard libre. Donc donner la parole à tout le monde, faire entendre le plus de discours possible, c'est plus important que d'aller chercher les faits, du contexte. Non, encore une fois, il y a plein de confrères et consoeurs qui font du travail formidable. Et moi-même, je suis aussi journaliste à la GFI, correspondant à Berne. Là, j'essaie d'informer, d'analyser, parfois de commenter. Mais il faut une multitude d'offres. Et puis, au regard libre, on s'est dit qu'il y avait un espace à occuper. Ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas être occupés, ni qu'on est plus important ou aussi important que les autres. Je ne prononce pas du tout là-dessus. Alexia Tissière, mieux... c'est un média engagé, on l'a dit, qui prend position dans certains articles sur des objets de vote, sur tel ou tel sujet d'actualité. Est-ce que vous, à Mieux, par exemple, vous revendiquez un peu ce côté phare dans la nuit qu'on dit maintenant pour la troisième fois, mais ce côté un peu arbitre peut-être pour les journalistes? Est-ce que le rôle des journalistes, c'est aussi d'aller chercher, d'aller creuser, puis de trancher avec les informations dont ils disposent? C'est une vaste question, pas si compliquée, pas si simple. Je ne pense pas que le journaliste, de manière générale, devrait tout le temps être engagé, mais je pense clairement qu'il y a de la place pour un journalisme engagé, pour autant qu'il soit honnête, c'est-à-dire qu'il dit son engagement. Je pense qu'il ne faut surtout pas se dire neutre si on a un certain engagement. Et puis, je trouve qu'effectivement, ça permet parfois, je pense pour certains, d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Nous, on a fait beaucoup sur les votations politiques, de regarder des faits, mais c'est pas uniquement un journaliste d'opinion. L'idée, c'est quand même de vraiment argumenter les opinions qui sont présentées sur la base de sources qui sont toujours notées en bas de nos vidéos. Donc c'est quand même aussi un travail de fait, mais à la fin, effectivement, on ose donner notre opinion. Et sur deux médias, donc Mieux et Le Regard Libre, qui ont une ligne éditoriale très claire, qu'est-ce que vous constatez sur le public qui consomme, qui consulte vos médias? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont eux aussi très engagés, dans un autre sens, engagés avec vos contenus? Est-ce qu'ils consultent beaucoup? Est-ce qu'ils vous interagissent beaucoup avec vous? Comment est-ce que le fait de prendre en fait, ma question qui est alambiqué, mais dont j'arrive maintenant, est-ce que le fait de prendre un parti pris, vous sentez que ça génère de l'intérêt de la part des gens qui vous lisent, regardent? Oui, et je pense pas du tout que je sais que tous nos lecteurs ne pensent pas forcément les mêmes choses que le rédacteur en chef ou mes collègues. Je dirais qu'il y a 3 types de lecteurs au regard libre dans les données qu'on a. C'est d'une part, je dirais les conservateurs, d'autre part les libéraux, et troisièmement, une certaine gauche qui n'est pas forcément enthousiasmée par des nouvelles théories des sciences sociales sur la défense des minorités d'une certaine façon, ou d'autres thèmes un peu plus, où il y a une démarche radicale qu'on peut appeler woke. Je dirais que c'est un peu les 3 profils types de nos lecteurs, et ce que me disent beaucoup ces lecteurs, c'est que dans les médias d'information qu'ils consomment tous les jours, c'est pas parce qu'il y a une diversité de médias, un nombre de médias différents, qu'il y a forcément des contenus différents dans ces médias. En 2021, je rappelle qu'il y a eu 2 nouveaux médias en Suisse romande, Watson, Blick. Il y a eu 20 postes en plus à 20 minutes. Alors maintenant, c'est la tendance inverse. Je pense pas que ça a beaucoup changé. La pluralité d'angles choisis dans la presse romande. Il y a d'excellents journalistes dans les deux. Il y a des cas particuliers, mais globalement, c'est pas la diversité des médias qui compte, c'est la diversité des contenus dans ces médias.
Et donc, souvent, c'est un peu une mauvaise compréhension quand on défend la diversité médiatique. On est obsédé par le nombre de postes de journalistes. Les représentants de la presse sont obsédés par cette question. Moi, je suis plutôt obsédé par la diversité intellectuelle et par le nombre d'angles, d'approches de la réalité et de sujets qu'on choisit. Bon, sur le nombre de journalistes, on pourra y revenir, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance, on va dire, à une forte baisse qui peut quand même interroger, même si, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'obsession ou si c'est quand même une tendance quand même intéressante à noter. Toi, Alexia, sur l'audience de mieux, qu'est-ce que tu as constaté en quelques années d'existence de ce média? Est-ce que tu as été étonné, surprise par les réactions des gens? Je pense qu'il y a en tout cas un fort engagement effectivement, mais c'est souvent en lien avec des sujets d'actualité. C'est quand même intéressant que si on traite un sujet engagé, donc d'un coup une votation politique ou si on s'intéresse de manière plus générale à l'écologie, c'est vrai que si on a la votation politique derrière, ça cartonne beaucoup plus que si on décide de parler aujourd'hui des autoroutes voilà, sans votation. Donc c'est vrai que l'actualité, on voit que c'est une manière d'intéresser les gens qui questionnent, mais qui est assez intéressante. Et puis je pense qu'on bénéficie parfois de relais d'informations parce que les gens sont peut-être plus touchés par ce qu'on dit, ou en tout cas envie de partager ce qu'on dit à leurs proches. Enfin, moi, l'idée de faire ce média, c'était aussi à titre personnel. Je me disais, bon, on va arrêter de s'engueuler en famille sur les questions d'écologie. Je vais peut-être pouvoir faire une vidéo et puis ensuite j'aurais dit ce que j'avais à dire. Et là, l'idée aussi, c'est que les gens, au lieu d'aller s'engueuler en famille sur une votation, c'est dire, voilà, moi j'ai vu cette information qui était très intéressante, qui vraiment expose d'une manière calme et reposée avec des faits mon opinion. Si ça t'intéresse de la regarder, enfin voilà, c'est aussi un transmetteur pour les gens de leur opinion d'une manière plus apaisée. Transmetteur d'opinion, circulateur d'idées finalement, donc créer des espaces de débat, pourquoi pas arbitrer un petit peu néanmoins. Toi, François Pilet, avec Gotham City, que tu as cofondé en 2017, vous endossez un rôle un peu différent à Gotham City, celui de révéler des informations qui sont cachées dans ce que tu appelles, je crois, le magma judiciaire. Pour Gotham City, tu te rends dans les tribunaux, tu plonges dans les documents judiciaires, et le but, c'est de ressortir avec des informations d'intérêt public sur des crimes économiques. Pourquoi avoir choisi ce créneau assez spécifique qui peut paraître un peu ardu de criminalité économique? Bon, je pense que le journalisme est un métier de passion. Selon parce que si on n'est pas passionné par cet exercice, qui est un exercice, selon moi, de curiosité, alors mieux vaut faire un autre métier parce que les conditions sont pas formidables, etc. Donc c'est un métier de passion. Et puis mon penchant personnel pour ce métier me porte plutôt vers ce volet-là, c'est-à-dire le côté de révéler des informations cachées. Voilà, c'est un des grands rôles du journalisme. C'est pas du tout le seul, c'est pas le seul à être respectable. Mais voilà, c'est ce qui depuis toujours, c'est ça qui m'intéresse. Après, c'est possible de le faire dans les médias, dans des grands médias. C'est toujours possible de le faire dans des grands médias généralistes qui font beaucoup d'enquêtes, qui continuent de mettre des ressources sur l'investigation, et l'enquête et la chronique judiciaire. Mais voilà, nous on a fait le choix d'essayer de vivre. De gagner une indépendance avec un modèle économique d'abonnement, alors certes avec une publication de niche, donc dans un domaine qui est très spécialisé, parce qu'on s'est dit que l'industrie médiatique est en voie de transformation profonde, et puis elle est aussi alors on insiste souvent sur le côté un peu dramatique, les licenciements, les éditeurs traditionnels qui perdent leur pouvoir économique, enfin qui s'autodétruisent. Mais il y a aussi des nouveaux modèles économiques qui se créent, et nous on avait envie de tester ça, on avait envie de faire partie même en tout petit, de faire cet exercice, d'essayer de faire payer du contenu. Alors c'était évidemment beaucoup plus facile de le faire au début avec un contenu très spécialisé, parce qu'on peut le vendre plus cher, et ça a réussi pour ce qui nous concerne, même si voilà, on est au final une toute petite publication indépendante et très modeste.
on peut vendre plus cher, parce que quand c'est très spécialisé. Oui, on est une revue professionnelle. Les revues professionnelles existent dans toutes les professions, dans tous les domaines. Les peintres en bâtiment, le milieu hospitalier, chacun a sa revue professionnelle. Nous, on a lancé la revue professionnelle du crime économique. Voilà, c'est un peu étrange, mais en fait, il faut croire que c'est une activité économique suffisante en Suisse, la criminalité, pour qu'on puisse avoir un magazine dédié à ça. Et effectivement, ça se paye un peu plus cher. Donc effectivement, notre tarif est de 100 francs par mois pour l'abonnement et de 1000 francs par an. Donc on est vraiment une revue spécialisée à 80... Non, enfin, une bonne moitié de nos abonnés sont des avocats. Sinon, c'est des autorités, des ONG... donc on est la gazette du crime. Tout le monde doit nous lire, les gendarmes et les coquins. Mais voilà, ça fonctionne et puis ça nous permet de faire notre métier. On fait un métier de chronique judiciaire strict et puis toutes les semaines on rapporte des affaires. Et là où on est très satisfait, c'est qu'on peut faire cet exercice spécialisé. Et puis tous nos articles sont pas intéressants pour le grand public, mais de temps en temps on tombe sur une affaire importante, et là, l'affaire qu'on sort est reprise par les autres médias, et dans ce sens-là, on a l'impression de jouer notre rôle dans l'écosystème général des médias. Et vous avez un peu des retours des comme vous avez dit, des coquins et des avocats, enfin des gendarmes ou des forces de l'ordre qui vous lisent. Vous avez des retours parce que c'est ça aussi. On se demande pourquoi est-ce qu'il y a peu d'intérêt du public. Une des bonnes manières de savoir, c'est quand il et elle nous interpellent finalement sur ce qu'on fait, sur ce qu'on écrit. Donc peut-être je vais commencer avec toi, vu que tu as commencé à en parler. Est-ce que ces deux publics vous font des retours à Gotham sur Oui. Et peut-être d'autres aussi. Oui. Alors on a toutes sortes de retours. Mais disons, ce qui est frappant, ce qui est amusant, c'est qu'on est une revue spécialisée, très chère. Il faut vraiment avoir un intérêt professionnel pour s'abonner à notre revue. Et puis les gens nous disent des fois, oui, mais vous résumez, c'est trop résumé ce que vous faites. Donc vous cédez au sensationnalisme. Donc une avocate me disait l'autre jour, vous cédez au sensationnalisme. Alors que si je donne cet article à ma famille, à mes amis, etc., qui sont pas dans le domaine économique de la criminalité, en fait, ils y comprennent rien à cet article, parce que c'est un article spécialisé. Donc, en fait, on sort jamais, je dis cet exemple parce que on sort jamais de ce truc où on peut jamais mettre tout le monde d'accord sur un angle éditorial, sur une restitution de la réalité dans un mode journalistique. Jamais, c'est impossible d'avoir un article où tout le monde, 100% des lecteurs, dira « Ah oui, ça c'est un bon article objectif ». C'est un but inatteignable, et c'est peut-être tant mieux. Voilà. Puisqu'on parle des retours que peuvent nous faire le public, je sais qu'à Caféine Média, c'était quelque chose que vous preniez très à cœur d'être en interaction avec les personnes qui consultaient vos contenus sur les réseaux sociaux notamment. Quel genre de retour vous aviez ? Vous aviez ces retours aussi contrastés de gens qui étaient contents de ce que vous faisiez, et puis des gens qui étaient plus critiques aussi ? C'est vrai que le fait d'avoir un petit média en quelque sorte, ça nous laisse la liberté de pouvoir prendre le temps de répondre aux personnes qui nous écrivent, qui commentent, ce qui n'est pas forcément le cas d'un très grand média. Et les gens étaient souvent, je pense, assez contents de voir qu'on prenait le temps quand même d'y répondre. Puis souvent, des gens me disaient, mais ça sert à rien, si quelqu'un n'est pas content, ça arrive et puis pas besoin d'y répondre. Moi, je pense parfois ça vaut la peine de lancer un peu le débat, de comprendre. J'ai plein d'exemples, mais des personnes, je sais pas, l'autre jour, quand on existait encore, quelqu'un qui nous avait fait un message, si je le résume, vous êtes presque fasciste parce que vous parlez des chiffres de la criminalité dans le canton de Vaud qui sont rapportés par la police cantonale, mais vous venez pas au carnaval antifasciste de Lausanne. Si je résume. Et je pense que cette personne, on méritait quand même d'avoir une réponse. Donc je lui ai dit, écoute, on va évidemment parler de chiffres qui sont institutionnels. On a vérifié que ces chiffres, comment ils ont été faits. Ça a un intérêt public. On pense que justement ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Carnaval antifasciste, c'est pas forcément un événement qu'on voulait pas couvrir pour des raisons
enfin qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec cet événement, mais plus ce week-end-là on n'était juste pas disponible. Et puis c'est pas forcément un événement qui est toujours très ouvert aux journalistes, on va dire ça comme ça, et que c'était pas une question idéologique derrière. Puis la personne me dit ah super, merci beaucoup, je comprends, mais quand même vous relayez quand même des chiffres de l'État. Voilà, donc ça c'est un avis. Puis on a aussi d'autres personnes qui nous ont reproché d'être allées à la grève féministe et d'avoir donné la parole à des personnes dans la rue. Et on leur demandant pourquoi vous manifestez, puis on se dit ah bah voilà, vous êtes un média de gauche. Donc on a eu un peu de tous les bords qui nous ont accusés de droite, de gauche, etc. Au sein de l'équipe, vraiment, nous, notre objectif, c'était de pouvoir parler de l'actualité, qu'elle puisse aussi intéresser les jeunes, parfois de l'actualité qui n'est pas justement traitée dans les grands médias, c'est parfois traiter de l'actualité qui est déjà traitée partout, pour voir comment nous, on peut justement ajouter quelque chose de différent, que ce soit dans le format ou dans les personnes qu'on va interroger. Et justement, ça peut aussi, d'un côté, je sais pas, si on regarde, on a eu des retours d'institutions qui nous ont dit mais vous avez couvert ce sujet de telle manière, ou au début, on voulait pas nous accréditer à tel endroit parce que des institutions pensaient qu'on était des influenceurs, et parce que c'est rare un média qui soit que sur les réseaux sociaux, qui n'ait pas de site internet, et qui soit mené par des jeunes, et donc il y a toute la question du professionnalisme derrière. Donc nous, on a toujours pris le temps de répondre à tout ça, et en toute honnêteté. Tu parlais des retours pas mal qui pouvaient accuser donc votre média d'être biaisé d'un côté ou de l'autre, mais est-ce que ces retours, des fois, ils pouvaient aussi être constructifs dans le sens, est-ce qu'ils pouvaient amener des sujets, par exemple, amener des idées de sujets, amener des sources inspirantes pour le travail? Bien sûr, j'ai envie de dire, tous les commentaires, derrière, il y a sûrement quelque chose, enfin pas tout le temps, mais une grande partie, quelque chose de constructif. Nous, on s'est par exemple posé la question, est-ce qu'on doit vraiment couvrir toutes les conférences de presse? On va pas tous les couvrir, mais est-ce qu'on se sentait un peu redevable? On recevait une invitation, et puis est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Et puis à un moment, on s'est posé la question, puis on s'est déjà remis en question en équipe, en se disant, mais ça sert à rien d'aller à une conférence de presse si c'est juste pour relayer mot pour mot ce qui a été dit. C'est limite de la pub pour l'institution qui envoie cette actualité, surtout quand c'est une actualité qui n'est pas vraiment d'intérêt général. Et ça nous est arrivé sur une conférence de presse où on est retourné au bureau, on a dit mais en fait on va pas du tout diffuser ça, c'est pas de l'information, c'est juste relayer ce qui a été dit, on n'apporte pas un esprit critique derrière. Donc même nous on se remettait en question et on discutait beaucoup en équipe, et ça nous a beaucoup aidé d'avoir des personnes dans l'équipe qui soient rarement d'accord sur plein de choses, et de pouvoir en débattre et de finalement se dire il y a peut-être des contenus qu'on devrait pas faire, ou est-ce qu'on devrait les faire différemment. Après aussi en termes de retour, il y a des personnes qui avaient une attente qu'on soit un média engagé. Puis moi j'ai dit c'est pas du tout le but. Il y a déjà des médias engagés qui sont de différentes sensibilités, de droite comme de gauche, et je pense que, comme tu le disais juste avant, c'est tout à leur honneur si c'est assumé, que ça soit quelque chose d'engagé. Il y a des personnes à qui ça parle, mais nous, le but, c'était vraiment pas de prendre position. Après, c'est sûr, en étant un petit média avec une petite structure, en étant entièrement bénévole, on doit faire des choix dans les sujets, et ça se définit souvent par notre disponibilité plus que vraiment si on a une sensibilité par rapport à tel sujet ou tel sujet. Géraldine, est-ce qu'on apprend aux futurs journalistes ce lien avec l'audience? On a l'impression que c'est important aujourd'hui, que ce lien il est fragile, des fois un peu abîmé. Est-ce que dès la formation, on apprend à tisser ce lien, à le renforcer, on apprend à le considérer déjà? Alors moi je ne suis pas en poste depuis très longtemps, je suis à la direction de ce centre depuis quelques mois, et c'est un de mes projets d'ailleurs. On revoit complètement la formation initiale des journalistes, ça va démarrer là en début 2026, et ça fait partie des points très importants. Il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on doit comprendre à qui on s'adresse. On a des publics qu'on a un petit peu, je ne peux pas dire négligés, mais j'entendais Jonas Follonier dire qu'il fallait un peu redescendre sur terre. C'est vrai, il faut redescendre un petit peu sur terre, il faut retrouver le contact. Moi je crois que ça passe par le terrain beaucoup. On a beaucoup déserté le terrain aussi. Alors je vais revenir, c'est mon obsession, mais à cause du flux et de la pression et de la rapidité, de l'accélération de nos activités au quotidien. Mais je pense qu'il faut retourner sur le terrain, reprendre le contact avec les gens. Et puis l'autre point hyper important, en tout cas au niveau de la formation, tu en parlais, Ryan, c'est la pensée critique. Et ça, c'est aussi, comment je pourrais dire ça? C'est presque un muscle, hein, c'est une gymnastique. On ne naît pas forcément avec, ça s'entraîne. Et c'est aussi un point qu'on va travailler dans cette future formation. Ça fait partie des fondamentaux, c'est essentiel pour les journalistes, c'est presque une boussole pour travailler avec rigueur, avec méthode. C'est une méthode.
Je la distingue de l'esprit critique. La pensée critique, pour moi, c'est vraiment une méthode qu'on peut déployer et qui peut mettre à l'épreuve justement des faits, une information et permettre de délivrer quelque chose de rigoureux au public. C'est ce qu'on leur doit. Si tu me permets, un point aussi qui me paraît intéressant et dont on parle rarement, on se demande beaucoup, les médias, comment est-ce qu'on fait pour intéresser les gens, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils nous regardent, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils commentent nos vidéos. Et je trouve qu'on se pose peu la question de, mais est-ce qu'en fait, les gens sont pas tout le temps connectés aux médias d'information, et est-ce qu'il n'y a pas une sobriété aussi informationnelle à venir cultiver, à venir remettre en œuvre ce qu'on peut appeler aussi des rituels d'information. Moi, je pense à mes parents qui regardaient le 19-30, ils n'étaient pas toute la journée à scroller sur les réseaux sociaux, je suis complètement d'accord avec cette idée du flux, ils n'étaient pas en train d'attendre les prochaines notifications, on se mettait une demi-heure par jour à regarder les infos et le reste de notre journée, on la vivait avec les gens qui étaient autour de nous et on n'était pas uniquement dans notre bulle sur les réseaux sociaux. Et je pense que il y a à la fois une crise et quelque chose qui est vraiment inquiétant de se dire les gens arrêtent complètement de se désinformer. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose, si c'est pas une déconnexion ignorante, de dire bon, moi j'aimerais bien vivre ma petite vie confortable, s'il vous plaît, arrêtez de m'embêter avec toutes ces guerres, mais qui est simplement de dire là j'ai un trop plein, j'ai aussi besoin de me reconnecter à mes voisins, de rediscuter avec des gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais en tant que voisin et non en tant qu'opposant politique, enfin de revenir aussi à quelque chose de plus vivant. Je pense qu'avant l'information on se la transmettait aussi au café, quoi. Il n'y a pas que les médias dans une consommation traditionnelle, de se redemander aussi comment est-ce qu'on peut faire moins avec ces fils d'actualité qui arrêtent d'être infinis. La RTS aussi, hein, elle a RTS Info, vous pouvez passer votre journée à descendre et c'est vraiment questionnant. Et on parlait avant en off des newsletters par exemple aussi, de s'abonner à des newsletters. Et ben il y a un début, il y a une fin et puis ensuite je reprends ma journée et ma vie. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de positif là-dedans et à questionner. On va reparler de cette question. On va reparler de cette question du flux juste un tout petit peu dans quelques minutes. Mais avant, nous non plus, on n'aimerait pas négliger notre public, vous. Est-ce que vous avez des questions, voilà, pour nos intervenants, intervenantes? Vous pouvez lever la main. On a des micros qui circulent que Donny va faire circuler. Vous pouvez simplement lever la main si vous avez une question à poser. Voilà, par exemple sur l'intérêt que vous, par exemple, vous avez ou pas par rapport aux médias ou autres. Si vous permettez, j'ai une question à François Pilet. Vous êtes orienté criminalité économique. Quelle est votre source première d'information? Ce sont les tribunaux qui jugent des affaires, ou bien c'est vous qui graillez dans la masse informe des potentiels criminels pour aller trouver le sujet que les autorités n'ont pas trouvé? On va grailler dans la masse informe de la jurisprudence, enfin de la production des tribunaux. Donc on fait vraiment de la chronique judiciaire stricte, c'est sur la base de documents publics. Ça a l'air facile, ça a l'air simple de le dire comme ça, mais en fait c'est assez compliqué. Et puis ça nécessite tout un savoir-faire parce qu'il y a les différents étages de la justice suisse, chacun avec ses techniques, ses règles spécifiques pour la transparence des décisions, pour la publication des décisions. Donc voilà, notre savoir-faire c'est ça, mais c'est de la chronique judiciaire stricte. Je crois qu'il y avait une question juste là. Bonsoir, merci beaucoup pour ce débat. J'ai deux questions. La première qui est vraiment adressée à vous tous. J'ai eu l'occasion de revenir un tout petit peu dans les médias et la chose qui m'a surprise, c'était le fait que les médias, quel que vous soyez, vous connaissez finalement relativement mal votre public. Et je dis pas ça en sens négatif, mais et là je vois un différentiel énorme entre Google par exemple, qui connaît beaucoup mieux le boucher à Carouge et son comportement versus vous. Il y a une espèce de différentiel, mais énorme. Et j'aimerais bien vous entendre par rapport à ça. Au fond, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être 20 ans, il y avait une capacité quand même de maîtriser, peut-être que le public était plus facile à comprendre, à classer. Et même quand je vous entends, Brian, parler des jeunes, je sais aujourd'hui, si je fais des analyses politiques, on ne parle plus de jeunes aujourd'hui. Ça n'existe plus, les jeunes. C'est totalement impossible. Il n'y a plus personne qui pense en termes d'âge. On doit penser en termes de valeur. On voit aujourd'hui qu'on est totalement stupéfait parce qu'on pense les jeunes égale des gens qui soutiennent en fait la question écologique. Puis on voit, pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il y a quelque chose par rapport à la connaissance, au fond, de votre public. Au fond, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous confirmez ça? Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez des moyens de
mieux faire, de casser peut-être l'algorithme pour faire ça? C'est la première question, je ne vais pas être trop long. La deuxième question, c'est vraiment pour Géraldine. Il y a une chose qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est de voir dans des contextes, je pense au Soudan, je pense à Gaza actuellement, où il n'y a plus d'accès pour les journalistes internationaux, professionnels. Il y a bien sûr des journalistes locaux, mais on voit aussi émerger des gens qui, au fond, s'approprient la capacité de production pour eux-mêmes témoigner et être dans un flou entre le témoignage et le journalisme. Et je me pose vraiment la question de comment est-ce qu'on accompagne ces gens qui émergent aujourd'hui de plus en plus et qui ont envie de témoigner de quelque chose et qui ne sont pas des journalistes. Est-ce qu'il n'y a pas, ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre par rapport à cette capacité d'accompagner, parce qu'on est peut-être dans une logique où aujourd'hui les vrais journalistes, pas les vrais, mais ceux du terrain, c'est plus les journalistes qui ont été formés classiquement. Tu veux commencer à répondre à cette question-là, du coup, vu qu'elle est plus... Peut-être que j'y vais, voilà. Non, c'est une excellente question. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est en pleine mutation. Il y a beaucoup de porosité. Moi, je me rappelle encore, il y a quelques années, donc j'ai eu une vie avant. Hein. Je travaillais à la RTS pendant 20 ans. Et on a eu des grands débats enflammés en rédaction quand les youtubeurs ont commencé à arriver. J'ai un collègue qui avait proposé un format documentaire sur YouTube avec un youtubeur. Donc lui, il amenait ses compétences très classiques de journaliste, mêlées avec les compétences un peu de... Je sais pas comment le dire, un peu en tout cas de maîtrise des codes sur ces réseaux-là. Et il y a eu des débats enflammés en rédaction, c'était pas du journalisme, on a crié au scandale. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pourtant, je trouve que de tout à coup, bien connaître son champ de compétences et le marier avec quelqu'un qui a aussi son champ de compétences, je vois pas le problème en fait. Alors, pour en revenir là, le souci qu'on a aujourd'hui, effectivement, c'est que et là, peut-être que ça rejoindra Jonas, c'est qu'on a été c'était un peu le temple. Les journalistes sont toujours considérés comme les gardiens d'un temple sacré, etc. Donc, il y a certainement un fond de vérité, mais aujourd'hui, je crois qu'on peut plus réfléchir comme ça. On doit s'ouvrir à toutes ces nouvelles formes d'information. Et puis, je suis en train justement, avec le CAGM, de travailler à ça. On est en train d'ouvrir un petit peu plus largement notre programme de formation, parce qu'être journaliste, alors c'est un métier passion, c'est sûr, mais c'est aussi beaucoup de méthode et de rigueur. Et ça, la méthode et la rigueur, ça s'apprend. Et après, finalement, l'expression appartient à tout un chacun. Et je suis pour la pluralité de l'information, donc d'avoir des genres d'expression différents. Mais la méthode, j'ai pas tellement envie de discuter avec ça. Donc l'idée, c'est plutôt d'ouvrir ces micro-temples qui ont protégé une profession pendant tant d'années pour essayer, au contraire, d'aider toutes ces nouvelles personnes à comprendre comment cette méthode fonctionne. Et puis donc, pour revenir à votre première question sur la connaissance des publics, Jonas, tu voulais... Voilà, apprendre à quelqu'un d'autre. Oui, c'est toujours difficile de connaître son public. Je crois qu'il faut être honnête. À mon avis, un élément qui peut aider, c'est de diversifier le plus possible les profils de journalistes. Puisque si on a seulement des journalistes qui sont universitaires, citadins, on ne se rend pas compte qu'effectivement, par exemple, 2/3 des jeunes sont des apprentis. Quand on a interrogé les jeunes sur la grève pour le climat, on prenait forcément des lycéens. C'était un peu le réflexe de l'RTS, des autres, enfin tout le monde. Et ça, c'est une erreur, effectivement, qu'on peut essayer de prévenir en maximisant la diversité des profils au sein de la rédaction, d'avoir des gens, voilà, comme je disais, des campagnes, peut-être qui ont fait autre chose que des études en journalisme. Voilà, il y a des excellents, éminents journalistes romans qui n'ont pas fait d'école de journalisme. Et je crois qu'il ne faut pas être obsédé par ce diplôme déontologique qu'on peut apprendre aussi sur le tas, qui est très important, mais quelqu'un qui a une culture générale, quelqu'un qui a fait de la menuiserie, quelqu'un qui a fait de l'économie, j'en sais rien, il a vu déjà autre chose que ce cocon médiatique, médiatico-intellectuel. Et ça me semble important. Peut-être que je peux ajouter quelque chose. J'ai aussi travaillé, quand j'étais à la RTS, au recrutement des stagiaires journalistes, donc c'était quelque chose d'assez important. Et j'ai beaucoup travaillé sur la pluralité, enfin la diversité des profils. Ça, c'était vraiment... honnêtement, j'ai pas réussi encore. En tout cas, à l'époque, j'ai pas réussi. On avait beaucoup de profils universitaires, lémaniques,
Même ça, c'était pas très varié. Et j'ai vraiment travaillé à ça. Mais il y avait un réel problème aussi dans la légitimité et la représentation. C'est-à-dire que quand les personnes que j'avais envie d'aller chercher et d'amener à la RTS, parce que je pense il faudrait qu'on soit à l'image de ce pays, disons, et pas le pays n'est pas fait que de gens qui ont fait l'université entre Genève et Lausanne. C'est compliqué. Ils se retrouvent pas à l'écran, ils se retrouvent pas à l'antenne radio, ils se retrouvent pas dans nos médias. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Et puis, ils se sentent pas la légitimité souvent, ni les codes pour venir travailler dans nos médias. Donc ça, c'est un point crucial. Et je pense que ça va aussi passer par des rédactions qui soient moins homogènes. Ouais. Et juste après, je te redonne la parole, Ryan, mais c'est sur la question du recrutement, ça veut dire que ça veut dire que pour diversifier, c'est difficile parce que les gens postulent moins, donc il faut être proactif pour diversifier, c'est ça que tu dis pour reformuler ? À l'époque, on avait quand même des prérequis qui étaient assez, qui n'ouvraient pas grand les portes à tout le monde. Donc j'ai réussi quand même ce tour de force. On avait quasiment plus de prérequis. Il fallait avoir le permis de conduire. Voilà, ça j'ai lutté, mais c'était compliqué à faire abandonner. On a aussi été on a été très proactifs. On a été sur les réseaux sociaux justement pour annoncer qu'on n'avait plus de prérequis pour rentrer chez nous. Voilà. Et on a eu quelques profils super intéressants. Mais c'est vraiment un travail qu'il faut mener en permanence. C'est pas du tout naturel. Ces gens ne se voient pas sur nos antennes. Donc c'est un vrai problème. Ryan, tu voulais rebondir sur un précédent élément. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu disais, Jonas, puis ce que tu dis aussi, Géraldine. C'est vrai qu'il y a cette question de désacraliser un petit peu le journalisme et les journalistes de manière générale. Et ça répond aussi un peu à la question comment connaître mieux son audience. C'est peut-être aussi en faire partie. Après, comme vous l'avez dit, les jeunes, pour prendre l'exemple de ce qu'on faisait avec Caféine, c'est super large. Et effectivement, c'est pas que des profils universitaires, etc. Nous, il y avait l'idée que c'était ouvert à tout le monde et de pouvoir diversifier. Après, on voyait dans les personnes qui souhaitaient nous rejoindre, il y avait quand même une forme on l'a rapidement remarqué, d'homogénéité, mais aussi on a essayé de pouvoir diversifier ça à des profils très différents, donc des personnes qui étaient en apprentissage, qui avaient un intérêt pour le journalisme, d'autres qui n'avaient pas du tout d'intérêt pour le journalisme, d'autres qui étaient pas du tout contents du journalisme qui se pratique de manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un travail à faire pour intéresser l'audience, comme tu le disais, que ce soit pas des rédactions qui soient homogènes. Même moi, j'y ai été confronté en voulant chercher un stage. C'est super difficile. Il y a des prérequis, même si tu dis qu'a priori il n'y en a plus vraiment, qui sont quand même un peu implicites. Surtout par rapport à l'Uni, on va dire. Et même moi, j'ai été confronté une fois à une table ronde où une modératrice ne voulait pas dire que j'étais journaliste, me dit je mettrais stagiaire journaliste, parce que je trouve pas encore que tu es vraiment journaliste. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait des études, etc. Donc il y a quand même encore une certaine idée que les journalistes, c'est forcément quelqu'un qui a fait un bachelor, un master, et puis qui a une carte RP, et puis c'est indispensable. Ou alors il travaille dans un grand média, et puis il n'y a pas de problème, on n'en discute pas. Donc que les journalistes puissent, comme tu le disais un petit peu avant, mais pouvoir être plus proche du terrain, que ça soit pas forcément quelque chose qui soit sacralisé comme c'est méga important, etc. Enfin oui, c'est important, mais ce titre qui est limite un saint graal à atteindre, qui devient presque inaccessible, etc. Et donc d'être plus sur le terrain, donc de mieux connaître son audience, ça passe aussi par entendre ses critiques, ses retours. Nous, on avait cette opportunité, vu qu'en pendant très longtemps, on n'a pas eu d'endroit pour se réunir avec notre équipe. On se réunissait sur le terrain, on allait sur des manifestations, on allait à des conférences de presse, on allait interviewer des gens dans la rue, donc on était proche des gens. Après, c'est sûr que on le voit et nous, on l'a remarqué, c'est une des choses qui a fait qu'on a voulu fermer Caféine, c'est la question de l'algorithme. Finalement, l'algorithme, il pousse certains contenus qui sont souvent plus violents, très trash, etc. Et les gens, derrière, ils ont peut-être aussi un intérêt pour d'autres types d'actualités, mais ça dépend ce qu'on reçoit un peu dans notre feed d'actualité, dans cette idée de flux. Mais après, c'est dur aussi de se dire, on aimerait intéresser un public qui utilise ces outils-là, et est-ce qu'on utilise un autre outil, ou est-ce qu'on utilise ces mêmes outils, mais il faut passer à travers l'algorithme. Donc, en soi, oui, c'est dur il n'y a pas vraiment une réponse parfaite, mais c'est dur de pouvoir connaître son public cible, surtout si on n'en fait pas partie. Et nous, c'était une réponse, c'était de se dire, on n'est pas content et on ne se reconnaît pas dans les médias, autant faire un média où on peut se reconnaître, où on peut être acteur aussi de l'information.
Tu as parlé des algorithmes, ce qui est une transition parfaite avec la partie suivante, puisqu'on va parler un petit peu des règles. Est-ce que les règles ont changé est-ce que les règles du journalisme ont un peu changé? On a pas mal parlé déjà, on a pas mal abordé la question de ce flux, de la dictature du flux, mais j'aimerais qu'on creuse un petit peu parce que je pense que c'est une thématique qui est intéressante. Caféine Média est mieux. Disons que cet environnement de flux sans fin, donc peut-être pour redéfinir un petit peu, mais l'idée de flux, c'est que que vous alliez sur les réseaux sociaux, ou sur les sites internet, ou sur certaines applications d'information, vous pouvez scroller à peu près à l'infini et vous aurez des nouvelles informations, des nouveaux contenus à lire. Cet environnement donc de flux sans fin, par opposition à un journal télévisé, un journal radio, vous le connaissez bien. Caféine est mieux puisque vous avez pas mal investi, vous quand même, les réseaux sociaux, Instagram notamment. Vous avez pris le parti d'être bien présent là-dessus. Le regard libre aussi, dans une moindre mesure, mais vous êtes quand même pas mal présent. Gotham, on va dire que c'est pas là où vous avez mis les forces les plus importantes, on va dire, en tout cas sur Instagram, de ce que j'ai pu voir. Alexia, produire du contenu pour les réseaux sociaux, comment est-ce que quand tu fais ça, comment est-ce que tu composes justement avec ces algorithmes dont on a un petit peu parlé, parce que ces algorithmes, ils jouent un rôle quand même dans ce qui est exposé plus largement ou dans ce qui est enfoui, quoi. Bon, je m'assois pas mal dessus personnellement. Je considère que si je fais un bon travail intéressant, les gens vont venir le regarder d'une manière ou d'une autre. Et ça se confirme. Notre vidéo la plus vue étant une vidéo d'à peu près 20 minutes sur la votation sur les autoroutes, qui n'était pas le truc le plus digeste qu'on ait fait. Donc visiblement, ça a quand même bien marché. Ensuite, l'idée, c'était effectivement, on est un média entièrement digital, on fait uniquement de la vidéo et on est présent quasi exclusivement sur les réseaux sociaux. On a quand même un site internet. L'idée étant que tout le monde n'est pas obligé d'avoir Instagram, fort heureusement pour nous suivre, et on préfère même ceux qui nous suivent par le biais de notre site internet. Et on a une newsletter pour ceux qui le souhaitent aussi dans cette idée-là. Mais effectivement, pour moi, à la fois on peut les critiquer, ces algorithmes, ils ont énormément de défauts, mais c'est aussi ce qui permet à des petits médias comme nous, en fait, de vivre. C'est ce qui fait que moi, j'ai pas besoin de dépenser d'argent pour avoir quelqu'un qui vient imprimer mon papier, ou j'ai pas besoin d'avoir un droit pour diffuser à la télévision. Enfin, c'est aussi ce qui permet, en fait, de créer des immenses diversités de médias, et en ça, on est effectivement un peu à leur service, mais ils le sont aussi aux nôtres. Et puis ensuite, je dis, on s'assoit dessus. Quelque chose en lien avec ce qu'on disait avant, chez Mieux, c'est très important de ne rien dire quand on n'a rien à dire. Donc ça nous arrive de disparaître. Alors là, vous dites qu'on est en pause, effectivement, on vient de finir de réaliser un documentaire, donc il n'y a rien eu sur Instagram depuis 1 an. Mais c'était aussi l'idée, on va pas vous repartager du contenu, vous dire d'aller voir des anciennes vidéos, ça fait tellement pas de sens. Quand on n'a rien à dire, oubliez-nous, faites autre chose. Et puis le jour où vous voyez Mieux, vous savez qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est du vrai contenu, ça a été quelque chose d'analysé, c'est pas du putaclic comme on dit. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour nous. Mais du coup, effectivement, l'algorithme nous le rend vraiment pas bien, parce que quand ça fait 1 an que vous avez rien posté, vous imaginez bien que la première vidéo, elle flop. Et puis voilà, on joue un peu avec ça, mais voilà, ça fait partie du jeu. Les algorithmes, entre bénéfices et l'inverse de bénéfices, finalement, voilà. Ryan, toi, tu parlais un peu justement de l'aspect négatif des algorithmes, juste avant, du côté il faut des contenus chocs. Comment est-ce que, peut-être si on creuse un petit peu cette question-là, comment est-ce qu'à Caféine vous avez vécu cette réalité quand même des algorithmes sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a eu des implications sur votre façon de produire du contenu? Bon, déjà, ce que tu disais, Alexia, est très juste. C'est une immense opportunité pour tout le monde de pouvoir faire une information. C'est aussi un danger dans le sens où tout le monde peut faire de l'information et justement, on ne sait plus qui peut vraiment donner une information, des faits, une opinion, etc. Sur l'aspect négatif que nous, on a remarqué, en fait, c'est un peu comme une forme de boîte noire. J'ai l'impression qu'il y a parfois des contenus qui fonctionnaient, puis d'autres qui ne fonctionnaient pas du tout. D'autres où on se disait, ce contenu, il va sûrement pas fonctionner, mais c'est un sujet qu'on trouve important de mettre en avant. Puis finalement, d'un coup, il fonctionne super bien. J'ai un exemple, c'était Meta qui, si on désactivait pas une option, allait utiliser une certaine donnée sur Instagram, etc., pour alimenter son intelligence artificielle. Je dis, ça, c'est un sujet qui a l'air bien, mais bon, ça intéresse peut-être pas beaucoup de monde. La vidéo était longue, elle était mal faite, et puis sinon, elle fait, je crois, 300 000 vues ou un truc comme ça.
Et par rapport à d'autres contenus où on analyse une situation, enfin je donne un exemple, mais tout ce qui s'est passé récemment à Lausanne par rapport à la police, etc., on a voulu faire un sujet plutôt long, on revenait factuellement sur chaque élément qui s'est passé, dans leur contexte, etc. Puis la vidéo fonctionnait beaucoup moins. Parfois on a essayé des formats plus courts, plus longs, mais il y a une chose où on était sûr que ça fonctionnait, c'est quand on était rapide, que l'information était dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de texte, quelque chose de très spontané, que ce soit des manifestations, des choses justement qui sont très chocs. Le truc, c'est qu'autant c'est des contenus qui vont super bien fonctionner en quelques heures et ça va rapporter plein de personnes qui vont vouloir s'abonner parce qu'ils disent il y a une suite, etc. Mais autant, nous, ce qu'on voulait se concentrer sur des sujets qui sont plus longs, où on a le temps de revenir dans les faits, etc. Donc vous devez un petit peu composer entre les deux, mais c'est aussi une des raisons qui a amené à la fermeture de Caféine, c'est qu'on ne voulait pas justement tomber dans quelque chose qui soit du putaclic. Je pense que aujourd'hui on le voit dans certains médias qui sont gratuits, le titre donne super envie, on regarde l'article, finalement ça peut limite rien à voir avec le titre qu'on voulait voir à la base, et nous on voulait pas tomber dans un truc très putaclic. Non seulement les gens sont déçus une fois qu'ils voient que ça n'a rien à voir, et puis il y a un côté un peu on veut pas être malhonnête envers les gens en leur vendant quelque chose qui n'est finalement pas ça, et puis de vouloir absolument faire du scandale sur de l'actualité. Après on a dû composer avec ça, il y a des contenus qui fonctionnaient parfois sans forcément d'explication, mais pour nous il y avait aussi, et je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui en parlent, il y a des sujets qui vont peut-être pas beaucoup fonctionner, mais qu'on trouve quand même important de faire. Et pour nous, c'était justement mettre en avant des jeunes qui s'engagent de manière positive, des choses qui sont hors de l'actualité classique qu'on va voir dans tous les médias. Toi, Jonas, est-ce que toi, as un peu investi, Le Regard Libre a un peu investi des réseaux sociaux quand même si vous n'avez pas vraiment des contenus qui sont créés spécifiquement pour les réseaux sociaux, c'est plutôt de la promotion de vos contenus que vous faites pour le site internet, par exemple. Comment est-ce que vous considérez, les réseaux sociaux, il faut y être, mais on les nourrit pas plus que tant? Bon, c'est surtout un manque de temps. Il faut bien voir qu'on fait ça à côté de nos activités principales. Donc c'est une aventure bénévole aussi. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps, mais on lance justement ces temps-ci une offre vidéo. On est en train de préparer ça. C'est indispensable actuellement d'être présent sur ces formats-là, puisque vous disiez ce chiffre intéressant des 50% de gens qui ne consomment plus d'informations des médias traditionnels, mais les gens veulent toujours de l'information d'une manière ou d'une autre. Ils sont sur les réseaux sociaux, donc il faut aussi leur parler. Et je pense que les réseaux sociaux, effectivement, ça a des points positifs et négatifs. Ça a quand même ouvert les vannes du débat. Le problème, c'est que ça donne l'illusion qu'il y a une égalité des opinions sur leur valeur de vérité, etc. Mais moi, je suis contre un quelconque organisme qui dicterait ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais ça implique quand même un sens de la hiérarchie, et cette hiérarchisation des informations importantes, des opinions qui sont plus probables que d'autres, etc., selon les faits, c'est un travail que fait le journaliste, que doit faire le journaliste, et aussi toute personne de bonne volonté, tout scientifique, c'est exactement pareil. On raisonne par probabilité, pas par certitude, mais il y a quand même des hiérarchies. Donc il y a un danger avec les réseaux sociaux, on fait croire que comme tout le monde a le droit de parler, tout le monde a raison, ce que, en tant qu'anti-relativiste, je ne peux pas du tout accepter. Par contre, je suis ô combien heureux que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis comme ça, au moins, on sait aussi ce que les gens pensent. Et si quelqu'un dit une débilité, au moins, on sait qu'il le dit. Et ça, c'est un savoir. Et puis aussi, parfois, on croit que quelque chose est faux et on se rend compte après que c'était vrai. Donc il y a quelque chose de très passionnant, effectivement, dans cette nouvelle donne. Tu disais les réseaux sociaux, c'est indispensable d'y être. Mais toi, François, avec Gotham, vous sortez un peu de cette dictature du flux dont on parle depuis maintenant un moment. Gotham City, c'est 3 articles par semaine, c'est ça? Oui. Livrés par... Oui. On a fait le choix dès le début d'utiliser un moyen, un médium tout à fait hors d'âge, qui semble tout à fait hors d'âge aujourd'hui, c'est l'email, le courriel. Donc on fait une newsletter. Et dès le début, on s'est dit qu'on allait fonctionner comme ça. Et au début, on a fait simplement, nos articles étaient entièrement accessibles gratuitement dans le corps du mail. Et puis on a envoyé ça à des contacts, etc. Et puis on a vu que les gens
poussait le mail, se forwardait, s'inscrivait à la newsletter qui était gratuite. Et puis c'est ça qui nous a donné notre première base de lectorat. Et puis quand elle a grandi, à tel point qu'un jour on s'est dit, en fait on peut mettre un paywall, comme on appelle ça, on peut mettre une barrière en disant, pour lire les articles, on vous demande de payer. Et on a fait pendant presque un an totalement gratuitement pour trouver notre audience, puis apprendre aussi à manipuler ça. Et nous, aujourd'hui, on fonctionne absolument toujours comme ça. Tous les jeudis matins à 6h, il y a un mail qui part. C'est une newsletter pure et simple. Elle est gratuite. Vous pouvez vous abonner sur gothamcity.ch. Vous pouvez voir les titres. Il y a une partie gratuite. Mais pour lire les articles, il faut s'abonner et se faire un mot de passe pour aller les lire sur le site. Et nous, on est ravis comme ça. Parce que notre newsletter, le nombre d'abonnés à notre newsletter gratuite continue d'augmenter très régulièrement. Et on n'est pas dépendant des réseaux sociaux. On a essayé un temps, mais quand on se crée une audience sur un réseau social, c'est pas vraiment votre audience. Vous êtes à la merci de ce réseau social qui peut vous la couper du jour au lendemain, qui peut changer ses règles. Vous n'avez pas les contacts directs des gens. C'est pour ça que, voilà, pour nous, l'email, c'est le plus simple et le plus efficace. Mais ça veut dire que pour étendre votre audience, finalement, vous avez moins de force de frappe, peut-être que. On compte sur le fait que les gens se poussent la newsletter gratuite. Donc voilà, les gens se la diffusent entre eux, puis ça permet de faire découvrir notre lettre à des gens qui la connaissaient pas. Et puis c'est les résultats sur Google. Alors avec des termes de recherche, ça oui, ça nous permet de nous faire connaître. Quand les gens tapent un nom d'une personne connue et puis ils tombent sur un article de Gotham City qui dit que cette personne connue a des soucis, par exemple. Avec les algorithmes, on disait un petit peu, il y a les contenus chocs qui peuvent séduire. Une manière de produire du contenu choc qui fait réagir, c'est d'affirmer des opinions tranchées qui font réagir. Alexia et Jonas, on en a parlé un petit peu déjà, mais vos deux médias, ils cachent pas leurs opinions. Et dans ce paysage, finalement, est-ce qu'ils participent pas à la fragmentation du paysage médiatique et est-ce qu'il n'y a pas un risque que chacune choisisse le média qui dit plus ou moins ce en quoi elle est d'accord, quoi. Alexia, comment est-ce que vous avez vu avec mieux? Est-ce que vous avez un peu cette crainte-là, de parler qu'aux gens déjà convaincus finalement par les causes dont vous parlez? Oui, c'est un risque. C'est un risque pour tout le monde de tomber dans des bulles, vraiment, sur les réseaux sociaux encore plus. Mais de manière générale, on est en fait tous dans des bulles. On a on est au boulot avec des mêmes collègues qui ont tous à peu près le même parcours que nous. Enfin, on est quand même dans la vie. Alors c'est encore pire sur les réseaux sociaux parce qu'après on a l'impression que tout le monde pense comme nous. Mais c'est quand même quelque chose qui existe. Je le vois à titre personnel. J'ai fait un gros mouvement dans ma vie. Je suis partie dans la paysannerie avec mon compagnon, en plus d'être avocate. Mais je vous assure qu'on change très vite notre manière de voir le monde quand en fait on change de milieu. Et donc pour les réseaux sociaux, pour moi c'est effectivement quelque chose qui est très risqué. Je dis pas du tout que mieux doit venir se substituer. Pour moi, la RTS fait un très bon travail. Il faut la suivre. Elle fait justement ce travail d'information qui est général, avec une multitude de journalistes qu'on n'aura jamais. On n'aura jamais la force de frappe de la RTS. Nous, notre cheval de bataille, c'était vraiment l'écologie. Donc, c'était d'avoir... et du coup, on peut parler d'opinions tranchées, mais c'est quand même vraiment aussi beaucoup de factuels. Il y a eu vraiment... principalement des explications sur des rapports du GIEC, etc. Ensuite, il y a eu des vidéos effectivement plus d'opinion, mais je ne crois pas qu'on soit les plus à l'extrême du bord non plus. Mais ça participe au débat et je pense que c'est aussi ce qui est intéressant de venir diversifier et rendre en fait un peu en étoile ce débat politique pour qu'il soit mieux représenté dans les médias. Et en fait, il y a assez peu de médias de gauche ou écologique. Enfin, en France, il en existe plein. Nous, on a commencé ça bénévolement. On s'est dit, de toute façon, dans 5 ans, il y a quelqu'un d'autre qui prend notre place. On a vu ID News arriver, qui sont beaucoup plus à l'écrit qu'à la vidéo. Bon, ID News s'est fait à peu près couper les fonds, donc ils font un travail super, mais en fait, d'un coup, ils ont vraiment une difficulté à subsister. Donc, on voit peu, en tout cas, quelque chose qui pourrait venir professionnellement se substituer à mieux. Donc, on reste
là, dans ce paysage-là. Puis après, effectivement, on essaye, par divers sujets, aussi de toucher d'autres personnes. On avait traité Black Lives Matter. Au niveau de l'audience, ça avait été très intéressant, ça avait été un boom vraiment incroyable. Je pense vraiment qu'on l'avait traité d'une manière différente que les médias traditionnels. On était au milieu des manifestations, on avait donné vraiment la voix à celles et ceux qui demandaient de pouvoir la prendre, donc des personnes noires. Enfin, nous, on n'était vraiment pas à se mettre en avant dans la caméra à ce moment-là. Ça avait explosé, mais ensuite, c'est des gens qui vont rester abonnés, qui vont entendre parler d'écologie. Donc, on essaye, d'une certaine manière, de sortir un peu de ces bulles, mais enfin, je ne crois pas qu'il y ait de miracle à ce propos, quoi. J'ai justement une question pour vous deux. Est-ce que vous avez aussi des personnes qui sont justement pas d'accord avec l'opinion que vous partagez un peu dans vos contenus, qui vous suivent justement parce qu'ils sont pas d'accord, qui veulent être convaincus qu'ils sont pas d'accord? Vous voyez un peu l'idée? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est même le slogan. Enfin non, le slogan de causeur en France, c'est surtout si vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est intéressant. Parfois, on a l'impression, par exemple, tous les lecteurs du Regard Libre, mais je l'ai dit avant déjà, seraient d'accord avec moi ou mes collègues, ce qui n'est pas du tout le cas. On a des gens qui sont simplement intéressés à être dans cette dialectique mentale, à se dire, ben voilà, il y a peut-être des arguments assez convaincants de l'autre bord, de qualité, ça va me permettre peut-être d'évoluer. Et c'est ce qu'on essaie de faire, j'espère, tous les journalistes, c'est-à-dire qu'on va s'abreuver à différents bassins comme les vaches, hein. Et donc le risque de fragmentation, je le vois pas du tout, au sens où on n'a jamais eu non plus au Regard Libre la prétention de remplacer. On est plutôt dans une démarche où on occupe un vide qui est intolérable. En Suisse romande, il n'y a pas encore l'équivalent de la NZZ, et donc ce serait quand même fort de café de dire que juste ce petit Regard Libre va fragmenter le paysage médiatique, alors qu'il y a un manque dans diverses places de cet échiquier qui est très restreint. Et je pense que si les gens après se désintéressent par exemple de la RTS parce qu'ils nous liraient, ce serait plutôt de la faute de la RTS plutôt que de notre faute. C'est peut-être parce que la RTS, parce que là on fait comme si tous les médias avaient le même devoir de neutralité. C'est pas du tout vrai. Il y a une différence dans un média public. On doit être soit neutre, soit en tout cas pluraliste, c'est-à-dire avoir un équilibre de ce qui est donné et pas avoir une tendance qui est plus forte que l'autre. S'il y a des gens qui pensent que c'est le cas, c'est pour ça qu'ils se désintéressent. Mais c'est pas de la faute de ceux qui essaieraient de théoriser ce sentiment-là qui existe dans la société. Géraldine, qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, quand on dit effectivement tous les médias, enfin, si j'ai bien compris, hein, tous les médias n'ont pas vocation à être neutres, finalement. C'est un peu ce que tu disais, Jonas, hein, c'est un peu... Médias d'opinion, en tout cas les médias d'opinion. Mais donc, enfin, pour aller plus dans le sujet du débat, tous les journalistes donc n'ont pas forcément à être neutres, en tout cas sur tous les contenus qu'ils produisent. Ils n'ont pas de mandat légal pour ça, en tout cas. Peut-être moral, mais pas légal. Ah, ce qui est déjà intéressant. Mais qu'est-ce qu'on apprend en études sur ces notions de neutralité, d'objectivité, d'impartialité qui ont été pas mal remis en cause ces dernières années? Est-ce que c'est toujours, est-ce qu'il y a de la place pour ces notions-là encore à l'école, et qu'est-ce qu'on en dit? Bon, on a une position assez classique, en tout cas au CFJM, c'est que les faits sont sacrés, l'opinion est libre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis pas vraiment prête à discuter sur la méthode et la rigueur. Par contre, l'expression, pour moi, elle est nécessaire et elle doit être plurielle. Et je pense qu'il y a de la place, effectivement, et plus elle est plurielle, plus le débat sera riche. Et moi, j'ai plutôt peur du contraire. En fait, j'ai plutôt peur de la disparition de tous ces acteurs aujourd'hui. En Suisse romande, on a plutôt l'impression que l'écosystème médiatique se rétracte qu'autre chose. Alors, il y a des médias comme ça qui naissent, mais qui doivent se battre pour trouver leur place. Mais disons que dans les médias, les grands médias classiques et mainstream, c'est plutôt, on a plutôt le même genre d'information, enfin le même type d'information, traité de la même façon. C'est assez plat en fait. Donc moi, je suis contente je trouve que c'est intéressant et c'est riche. Et je pense que la mission aujourd'hui des journalistes, elle n'est pas uniquement de faire leur job, de transmettre de l'information vérifiée, etc., de façon transparente. Elle est aussi de permettre au débat d'exister, de recréer ces espaces où on peut refaire société. C'est vraiment le problème. Enfin, je reviens avec mon flux, je suis désolée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces bulles algorithmiques, on est
finalement confrontés qu'à des gens et des situations qui nous ressemblent. Le débat devient pauvre, voire inexistant. Et moi, j'aimerais avoir plus d'acteurs comme ça qui interviennent dans mon flux, quoi, et c'est pas franchement le cas. Donc moi, je dois aller les chercher parce qu'il faut être conscient, il faut développer sa pensée critique. C'est un exercice hyper intense qu'on demande aux gens en fait aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette distinction entre les faits et les opinions qui est importante. C'est pas la même chose exactement, mais on passe aussi notre temps à débattre des faits. Et je rappellerai cette phrase d'Hannah Arendt: la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Puisque si quelqu'un dit la Terre est plate, c'est une opinion. Si quelqu'un dit la Terre n'est pas plate, c'est aussi une opinion, mais elle est vraie parce qu'elle correspond à un fait. On a débattu d'un fait. Et donc, il n'y a pas de frontière nette entre les faits et les opinions. Ce qui compte, c'est la méthode, c'est la rigueur, c'est de dire, bah voilà, il y a des arguments qui sont beaucoup plus probants pour montrer ça, mais il n'y a pas d'un côté les faits et de l'autre les opinions. C'est intermêlé, et le débat doit aussi porter sur les faits, et c'est important qu'on puisse débattre des faits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça? Moi, parce que je crois que c'est quand même pas, enfin, comment dire, parce qu'on peut débattre des faits, oui, enfin, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, je suis pas sûr de bien suivre, mais après, c'est pas le sujet du débat, donc je voudrais pas que ça accapare le truc, mais peut-être, Alexis, est-ce que tu veux rebondir? En réfléchissant à ce débat, il y a une petite analogie qui m'est venue en tête. Donc je suis avocate, forcément que je fais pas mal de pénal aussi, et au pénal on a toujours, tout le monde attend qu'on donne la vérité, on veut ce jugement, est-ce que vraiment il l'a tué, etc. Et quelque chose qui est très clair en droit, c'est que un jugement n'est pas une vérité, c'est une vérité judiciaire. Et je me disais, est-ce qu'on pourrait pas, comme on disait au début du sujet, essayer d'avoir aussi une sorte de vérité journalistique? Le journaliste, avec la rigueur qu'il avait, a fait du mieux qu'il a pu pour essayer de nous donner une certaine réalité. Mais il n'est pas omniscient, il n'était pas partout. Enfin, voilà, donc on peut... Alors, il faut pas tomber dans un relativisme, c'est très dangereux aujourd'hui aussi il n'y a plus de vérité, etc. C'est pas ce qu'on dit. Mais d'un coup, une petite humilité sur le fait que, on a un prisme de vue, tout comme le juge en a un, et il est différent, et voilà, c'est une certaine vérité. Ouais, disons que, pour être clair, je ne suis pas relativiste non plus. La vérité existe, par contre, nous, on essaye de l'atteindre. Et puis, tout scientifique le sait, il s'en approche par la méthode de la réfutabilité, c'est-à-dire qu'on a une théorie, on se rend compte qu'elle est fausse, on la remplace par une théorie plus probable. C'est exactement comme ça aussi que nous fonctionnons. Nous ne pouvons pas dire à un moment T, voilà, nous avons la vérité, on ne va plus jamais en débattre. Et le système politique suisse est assez conscient de ça. Les pères fondateurs de la Suisse moderne en sont conscients. On peut toujours revenir sur une question. Si on n'avait pas pu revenir sur le droit de vote des femmes, les femmes n'auraient jamais pu avoir le droit de vote. On avait voté 2 fois. Et c'est aussi très sain qu'on puisse revoter sur le nucléaire, puisque s'il y a des gens qui pensent que c'est un thème, c'est contre-productif de leur dire non, on a décidé pour toujours, amen. Faut pas qu'on soit des curés. Hein. On parle, on a parlé de subjectivité des journalistes, de l'opinion qui s'exprime ou pas à travers les contenus qu'on produit, mais le public, c'est pas un simple récepteur en fait. Le public reçoit les informations et les traite un peu avec ses propres biais, non, François? Tu me parlais un petit peu l'autre jour. Oui, même dans notre exercice qui est très technique. Et en fait, notre exercice de chronique judiciaire, il consiste à résumer des faits qui ont été, comme tu le dis, enfin des jugements, sur la base de documents. Donc ça prête quand même peu à discussion. Mais en fait, on se rend compte qu'à tous les étages, on retombe sur exactement toujours les mêmes débats, et qu'on le fasse dans un spectre très large de journalisme, de généraliste ou spécialisé, on retombe toujours dans ces mêmes discussions et ce rôle de l'objectivité. Moi, je déteste ce terme d'objectivité. Je trouve que c'est un but idéal, noble, mais inatteignable, toujours inatteignable. Est-ce qu'il est possible de faire une vraie description complexe du monde qui reste objective parfaitement, toujours? Moi, je pense pas. Ou alors, il faudrait écrire avec des mathématiques, il faudrait écrire en équation.
Mais même quand on décrit le monde en équation avec la théorie de la relativité générale, on se rend compte que ça marche pour une partie de l'univers, mais pas tout à fait pour l'autre. Ah zut! Donc, moi, ça m'aide pas quand je commence mon article. Je me dis, François, sois objectif. Allez, vas-y. Ça m'aide pas. Ce qui m'aide, c'est peut-être une notion un peu plus floue, mais en réalité plus pragmatique et utile, c'est l'honnêteté intellectuelle. Alors ça, oui. Là, ça m'aide. J'ai réuni des choses, j'ai réuni des faits, il faut que je les présente, il faut que je les résume. Je dois m'y atteler, je le fais selon ma conception et ma vision des choses, certes, mais je dois respecter un certain nombre de règles. Une rigueur intellectuelle, et puis les règles de la profession aussi. Le journalisme est quand même soumis à des règles professionnelles. Des directives, des droits et devoirs qui quand même canalisent un peu, plus la loi. La loi dit aussi, mais aussi des garde-fous. Moi, je sais que quand j'écris un article dans Gotham, pour un adjectif, je peux aller au tribunal. On me dira, ça sera jamais la question de savoir si c'est vrai ou c'est faux ce que j'ai écrit. Personne ne conteste, c'est vrai. Mais je vais au tribunal quand même à cause de l'adjectif. Donc, il y a toutes ces règles, elles sont quand même très importantes. Et donc, voilà, plus efficaces que de se gamberger sur cette question d'objectivité idéale, un peu comme des trucs un peu comme ça. On va ouvrir à nouveau aux questions. On va prendre une ou deux questions seulement. Alors ouais, ok, il y en a déjà... il y a plein de questions, ouais. Merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, le diktat de l'économie. Parce qu'en réalité, que ce soit M. Pilet qui vend des abonnements à 1000 francs, et je comprends bien que le milieu des avocats puisse peut-être se l'offrir, ou d'autres qui doivent fermer parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, ou la RTS, bravo à elle, qui peut engager beaucoup de journalistes avec une belle diversité, mais qui touche quand même une redevance qu'on doit tous en Suisse, même si elle a tendance plutôt à baisser. Le diktat de l'économie, je ne pense pas que ta média vire du monde parce que les ressources sont suffisamment grandes, la pub diminue, on le sait très bien, les éditeurs sont bientôt à la merci des annonceurs, les annonceurs font ce qu'ils veulent d'une certaine manière. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. Oui, je propose peut-être, je relance la question à François, si tu es d'accord, parce que je te dis pourquoi, mais oui, c'est une question intéressante, puis je voulais en parler aussi un petit peu, parce qu'on parlait des journalistes qui diminuaient, puis effectivement, quand même, c'est quand même important, peut-être juste un chiffre, c'était plus de 13 000 journalistes en 2011, d'après l'OFS, et 10 ans plus tard, en 2021, c'était 9 700 environ. Donc voilà, donc effectivement, il y a une pression économique qui est importante. Et puis François, toi, si je dis pas de bêtises, c'est un peu ce sentiment de tension économique, de climat un peu délétère économique, qui t'a poussé, on va dire, à créer ton média. Oui. J'ai toujours pu, comme journaliste, je travaillais dans des médias généralistes, romans, dans la presse écrite, plusieurs médias différents. J'ai toujours pu faire exactement ce que je voulais. J'avais une liberté éditoriale qui était totale. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. C'était plutôt une ambiance de Titanic qui était un peu lourde, disons. C'est que plan de licenciement après plan de licenciement, les gens à la cafétéria, à juste titre, ne font que de parler de ça. Et puis on se dit, en fait, ça va être mon tour, quoi. Enfin, peut-être pas le suivant, celui d'après, ça sera mon tour. Puis c'est pas très bon pour, pas très bon pour la tête. Et donc, on s'est dit. Essayons un nouveau modèle économique. Essayons de voir s'il est possible de vendre du contenu en direct en tant que journaliste indépendant. Alors là aussi, vous avez raison, monsieur, de dire oui, je vends des abonnements à 1000 balles parce que il faut trouver un modèle économique qui permette de fonctionner avec zéro investissement sur un tout petit marché, dans une niche, la niche du crime, sur un tout petit marché en français. En gros, c'est le crime économique à Genève, quoi. Si je résume beaucoup. Et donc, évidemment que ça nous cantonne économiquement dans un tout petit truc, donc cher.
Mais ce que je pense, c'est que le marché, on peut faire des niches très spécialisées d'un côté, puis après on peut le diversifier selon toutes les règles, à tous les étages. Et on peut faire, je pense que des médias vont se recréer sur la ruine des grands éditeurs historiques. Comme les vôtres, et ils vont trouver leur modèle économique, et je pense que l'abonnement en fera partie. Et chacun mettra son curseur où il veut, avec un abonnement à 1,50 franc par mois, ou à 1000 balles par an, ou à 9,50 francs. Jonas, Alexia, je vous vois acquiescer sur le modèle économique. C'est quand même pas évident de faire payer les gens. Mieux, vous pouvez un peu en parler, non? Peut-être d'ailleurs le regard libre aussi, mais peut-être, voilà. Bon, nous on a peu essayé, donc c'est sûr que c'était pas très convaincant. En réalité, comme on est une équipe bénévole, j'ai toujours considéré que c'était bien plus intéressant de passer son temps à essayer de diffuser du contenu plutôt qu'à chercher des fonds. Donc on a effectivement, en fait, quasiment jamais demandé d'argent à personne. On a un vieux Tipeee qui est une plateforme où les gens peuvent nous donner de l'argent qu'on cite de temps en temps. Donc voilà, on n'est pas très bien placé, mais c'est vrai que ce serait un effort vraiment immense ce serait une immense partie de notre énergie pour aller chercher des fonds. Puis si les gens en dépendent, forcément que c'est nécessaire. Moi, je suis convaincue que la seule manière d'être indépendante, à peu près, c'est d'avoir des abonnements payants. Mais moi, mon rêve, ce serait de faire des abonnements payants avec un contenu gratuit, ce qui existe. Par exemple, Blast en France arrive à se rémunérer comme ça. Donc, vous dites aux gens que vous faites quelque chose de super, que les gens apprécient, mais que si vous voulez continuer à le faire, il va falloir qu'ils vous aident, tout en gardant moi, je pense quand même qu'il y a un droit à l'information et à l'information de qualité. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut déplorer. Oui, maintenant, on a accès à de l'actualité constante comme ça, gratuite, mais vraiment de l'information recherchée. Très souvent, c'est payant et c'est quand même questionnant aussi, même si on comprend bien pourquoi ces médias ont besoin de cet argent. Mais c'est aussi important que les gens puissent avoir accès à des informations recherchées, fouillées de manière gratuite. Vas-y, Ryan. Ouais. Clairement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. L'information, elle devrait être ouverte. Nous, notre public cible, en plus, les jeunes ne sont pas forcément les premiers à vouloir payer pour s'informer, surtout parce qu'ils se disent qu'il y a plein de médias qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont a priori gratuits. Par contre, nous, on a été confrontés à quelque chose, c'est que finalement, si on voulait avoir une certaine rigueur, si on voulait être régulier, si on voulait que nos contenus touchent du monde quand même, il fallait pouvoir avoir une forme de professionnalisme et donc passer par quand même employer quelqu'un. Et on a très vite vu que même mon milieu bénévole, pour avoir un local, pour acheter du matériel, etc., ça demandait quand même des ressources. Et à aucun moment on s'est dit qu'on allait vouloir faire payer les gens pour accéder à notre information, parce qu'on veut qu'elle soit ouverte, mais elle a quand même moins pris. Parce que maintenant on voit qu'il y a plein de médias gratuits, puis on se dit c'est super, c'est gratuit, 20 minutes Blick, etc. Mais derrière, effectivement, il y a des annonces, il y a de la publicité. Nous, on a fait une récolte de fonds cette année. On avait pu récolter quand même 15 000 francs, ce qui est comme énorme, en tout cas pour un petit média comme le nôtre. Donc on a vu quand même que les gens ils se sont dit on a envie de soutenir, on a envie que l'information elle reste accessible, etc. On a essayé aussi d'avoir des financements publics qui se destinent à des projets qui sont menés par des jeunes, pour des jeunes, etc. Puis ça nous offre aussi une super bonne indépendance. Mais après, il y a certains endroits, ils nous ont dit écoutez, on ne va pas vous donner des sous parce qu'ils nous l'ont dit cash. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc on ne va pas vous donner des sous parce que sinon ensuite on va vouloir mettre notre nez dans vos contenus. Et évidemment que nous on ne voulait pas non plus ça. Mais donc ça a été finalement compliqué de trouver un peu l'équilibre entre un média qui soit gratuit mais qui fait quand même de l'information de qualité, qui puisse toucher des jeunes, donc des gens qui ne vont pas forcément payer un abonnement. C'est un équilibre un peu compliqué à trouver, quoi. Et puis Jonas, je voulais t'entendre aussi parce que tu disais tu cumules deux. En fait, c'est ce que je fais pour le regard libre. Je pense que c'est bénévole, si tu pas de bêtises. Et tu es aussi journaliste à l'AGFI. Donc, en fait, c'est trouver un modèle économique pour le regard libre qui existe quand même depuis maintenant 11 ans. C'est pas encore fait, quoi. Trouver un modèle économique. Si. Alors, pas pour être salarié, mais pour pouvoir défrayer la moindre, pas avoir des coûts, disons. C'est déjà bien. J'en suis très fier d'avoir une équipe de 20 personnes où on peut faire des trajets, on peut se réunir, on peut monter un journal qui paraît sous format papier et en ligne tous les mois, 54 pages. On a un modèle qui fonctionne et c'est l'abonnement payant. Et donc oui, rien n'est gratuit. On parle de gratuité, mais je veux dire, les modèles de Blick et de Watson et de 20 minutes, c'est la publicité. C'est juste le produit qui change. La RTS, c'est la redevance. Donc, notamment, non, rien n'est gratuit. Et puis l'abonnement payant a cet avantage effectivement de lier davantage directement l'émetteur et le récepteur.
et puis d'avoir la sanction directement de la part de son public. Si c'est des mécènes ou des annonceurs, disons que, surtout si c'est un mécène unique ou un annonceur unique, la pression, elle peut être... dès qu'on fait quelque chose qui lui déplaît, on peut tout à coup ne plus toucher le financement. Tandis que si c'est un abonné qui est mécontent, ma foi, mais qu'il parte, et puis que d'autres arrivent, et puis que nous, ça nous aide à nous remettre en question aussi. On déroule pas mal sur votre question, voilà, parce qu'elle est intéressante, elle ouvre plein de pistes. On va reprendre après une question du public, mais juste Géraldine, sur la pression économique, peut-être. Oui, parce que tu voulais moi, la pression économique, je vois surtout ça comme un énorme danger, parce que ce que je vois, c'est que la difficulté justement des plus petits acteurs pour exister. Donc, je vois des grands groupes, surtout qui commencent à parfois se renforcer, même ici en Suisse romande. Et qui essayent, par la force des choses, d'optimiser ensuite leur fonctionnement. Donc, on a une information qu'on retrouve sur plusieurs titres. On a une information qui est peut-être moins enrichie. Voilà. Moi, je vois surtout un risque, en fait, qui accélère en plus. Des traductions aussi, en fait. Des traductions. Des articles qui sont peut-être publiés d'abord en allemand et traduits en français. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Zurich en ce moment. On a parlé des pressions économiques. Je vais rouvrir aux questions, peut-être juste maintenant. Allez, prenons encore 2 questions peut-être maintenant, et après on avance. Ouais. Vous aviez l'air tous plus ou moins d'accord sur le fait que le débat sur les faits doit rester ouvert. Donc j'aimerais avoir votre regard sur le fact-checking, qui a quand même tendance à vouloir déterminer pour de bon ce que sont les faits. Que pensez-vous de cette approche ? Est-ce que quelqu'un veut s'emparer Géraldine. Ouais, si, c'est bon. Le fact-checking, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, je parlais du bruit. Il y a beaucoup de bruit. Donc, le fact-checking, c'est simplement donner un peu de temps et de moyens à un journaliste de faire son métier, je dirais. Donc, oui, il est plus nécessaire que jamais. Mais ça ne se met pas en place aussi facilement que ça dans les rédactions, parce que justement, ça demande beaucoup de ressources. Donc il n'y a que les médias les mieux dotés qui arrivent à mettre ça en place aujourd'hui, malheureusement. Je n'ai pas plus d'avis que ça sur la question. Je pense qu'il est indispensable, mais faut être réaliste. Devant. Ouais. Merci, c'est une question qui n'en est pas vraiment une. Depuis une vingtaine d'années, je reviens sur le modèle économique, en fait, il y a un effondrement des ressources dans les médias et ça crée une grande précarité dans la profession, et ça, c'est la majorité des journalistes qui voient cette précarité. C'est évidemment l'avènement du web, du numérique, des réseaux sociaux et du fait que la publicité s'est transférée sur le numérique et a été captée notamment par des grands groupes et des grands groupes hors de Suisse, et que cet argent n'a pas été réinjecté dans le journalisme suisse, et du coup il y a une perte d'argent. Il y a ce fameux chiffre, alors, qui peut être interprété de plein de manières, mais d'un quart des postes de journalistes qui ont disparu en 10 ans en Suisse, qu'on soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique, et ça c'est dramatique, c'est des licenciements année après année, c'est des CCT, des conventions collectives qui disparaissent, c'est aussi un phénomène qui fait que beaucoup de journalistes ne sont plus dans des grandes rédactions, mais en indépendant dans des boîtes de portage ou dans des petites boîtes de production, que ces journalistes sont payés à la pige, c'est pas réglementé, donc ça fait que c'est des journalistes qui sont vraiment très précaires. Les exemples qu'on a devant nous, c'est des beaux exemples, mais c'est des exemples qui sont très spécifiques et qui ne représentent pas la majorité de la profession. Et c'est super qu'ils existent, mais on a parlé de ce chiffre, du fait que 50% des gens ne s'informent plus, qu'on a quand même l'impression qu'il y a ce fameux flux qui nous alimente en continu, mais de quelle qualité d'information, d'où elle vient cette information, et finalement, si on prend les chiffres économiques, de facto, on a perdu cet argent en Suisse romande. Faut qu'on le retrouve pour avoir un travail de qualité journalistique et qu'on n'ait pas finalement un journaliste qui soit un journaliste que d'opinion où on commente les faits à la petite journée, mais que le journaliste soit vraiment son rôle de contre-pouvoir, et ça demande un travail de recherche, de fond, des travaux qui sont des travaux d'enquête, qui demandent des moyens, et sinon on a un journalisme qui est un journaliste qu'on a l'impression d'être abreuvé, mais avec un journaliste finalement de mauvaise qualité ou qui ne fait pas vraiment son rôle de contre-pouvoir. C'est la politique de la lamproie qu'on a eue avec les réseaux sociaux. Ces poissons qui viennent se greffer aux gros poissons,
il nous siphonne, finalement on voit pas le truc venir et le journaliste est en train de s'effondrer en Suisse romande. Et ça, c'est vraiment poser les termes. Et c'est pas qu'en Suisse, les Canadiens par exemple l'ont bien compris, ils ont essayé de faire payer les médias sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle maintenant pompent gratuitement le contenu qu'on produit et pour lequel on doit être payé et pour lequel on doit le monétiser avec la publicité. Donc c'est-à-dire que les réseaux sociaux, les GAFAM, l'IA nous prend nos contenus, ne nous rémunèrent pas et finalement on disparaît. Au Canada, ils ont essayé de les faire taxer. Les réseaux sociaux ont dit, ben vous savez quoi, on vous met plus sur les réseaux sociaux. Finalement, une bonne partie du Canada n'a plus accès à l'information. Et pour moi, c'est une politique nationale qui doit être mise en place sur une vraie stratégie de défense nationale sur l'information, parce qu'on est en train de petit à petit en train de s'effondrer. On s'en rend pas compte et c'est vraiment une question démocratique qui est hyper importante. Et pour moi, c'est quelque chose que les politiques, nos politiques doivent prendre en charge et que cette base aussi, que la base citoyenne ou la base journalistique doivent trouver des solutions et de manière urgente parce qu'on voit ce qui se passe dans les autres pays. C'est vraiment une question démocratique hyper importante et cet argent, on l'a perdu. Le journalisme, c'est une profession précaire aujourd'hui et il faut vraiment s'en soucier. C'était mon petit discours politique et c'est pas du tout une question. Pas de questions, donc. Hein, on a parlé pas mal de la pression économique, mais avant de terminer ce débat, j'aimerais aussi quand même dire un mot sur les pressions d'autres types de pressions que les pressions économiques. François, je crois qu'il y a des gens qui sont mécontents à peu près toutes les semaines, non ? Des informations que vous révélez parce qu'ils auraient préféré que ça reste caché. Combien de plaintes sont sur ton bureau en ce moment ? 3. Mais ça va, c'est correct. Pas 4, enfin, mais 3, ça va. Non, mais ça fait partie du système. C'est-à-dire, comme je vous disais, qu'il y a les grandes ambitions et les grandes idées, bon, et puis après il y a les règles plus concrètes du journalisme. En plus, dans ce domaine ou dans ce type de journalisme qui est un petit peu de contradiction, c'est-à-dire qu'effectivement, on rapporte 3 affaires par semaine et chaque fois, il y a une personne qui aurait préféré qu'un de ces articles ne paraisse pas, que ça aurait été mieux pour lui ou pour elle. Et donc, à chaque fois, on se fait au moins 3 ennemis. Mais la semaine d'après, c'est eux qui rient des soucis des autres. Donc, finalement, tout tourne. Mais ces plaintes, elles sont quand même, enfin, il faut les traiter. Oui. C'est quand même du temps qui est investi, qui n'est pas du temps à aller dans les tribunaux, qui n'est pas du temps à aller couvrir des affaires. Oui, ouais. Je préfère quand même faire mon métier dans un univers où il y a des règles qui sont assez relativement bien définies. Je pense que en Suisse, pour ce qu'on appelle la protection de la personnalité, c'est-à-dire les règles sont très strictes et très strictes envers les médias, plus qu'ailleurs. C'est bien, c'est mal, c'est pas, voilà, c'est chacun son avis. C'est comme ça. Et comme journaliste, finalement, c'est presque mieux pour moi parce que je sais au moins où sont les règles. Et puis après, c'est mon choix de venir m'approcher plus ou moins de ce que j'estime, moi, être la bonne application de ces règles. Et puis je prends mes risques et donc je m'expose à le fait que quelqu'un vienne me dire devant un juge ou devant un tribunal que non, selon lui, la limite est ailleurs. Donc on fait ça. Moi, mon avis personnel, c'est que ces lois strictes suisses, elles sont un peu instrumentalisées par des gens puissants pour faire simplement nettoyer leur réputation, puis éviter que des informations embarrassantes d'intérêt public sortent. C'est mon avis personnel, mais voilà. Mais s'il faut aller au tribunal, on va au tribunal, et puis le mécanisme joue son rôle. Et si je prends trop de risques, c'est moi qui vais me brûler, je vais dépenser trop d'argent en avocat, et puis ma boîte va s'arrêter. Et puis, si je prends pas assez de risques, mes articles seront pas assez intéressants, et puis je ferai pas l'abonnement. Donc, mais mieux vaut être moi je trouve mieux vaut être dans un monde où il y a ces règles qui sont communément acceptées et appliquées plutôt que pas. Oui, volontiers. Tristan, tu disais avant qu'il faudrait aussi que le politique se charge de parfois mieux protéger les médias au sujet des procédures de mesures
super ou provisionnelles comme on les appelle, c'est-à-dire ces mesures urgentes où on peut demander à un média de ne pas diffuser un contenu. Il y a eu toutes ces, enfin voilà, ces derniers temps ça a fait pas mal d'actualité avec les reportages de la RTS qui avaient été censurés pendant quelques jours. On peut quand même rappeler aussi que le Parlement a modifié les conditions pour obtenir ces mesures super provisionnelles en défaveur des médias. Ça veut dire qu'il est plus simple aujourd'hui d'empêcher un média de publier un contenu qu'auparavant, et ça c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de ce que fait l'Union européenne, qui essaye plutôt de prendre des mesures pour protéger les médias vis-à-vis de ces procédures bâillons qui sont souvent utilisées effectivement par des gens qui ont des intérêts, des moyens, et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut dénoncer, d'autant que c'est énormément de temps, d'énergie et d'argent pour les journalistes pour se défendre. Ryan. Une autre proportion que ce que vous rapportiez avant. Nous, à Caféine, on a eu une autre forme de pression qui était celle de, finalement, si vous faites et ça nous est arrivé, tel sujet sort, et ben finalement on veut plus vous voir, on veut plus vous accréditer, et une forme un peu de bâillonnement, mais à une autre échelle, sur des sujets, à mon avis, moins importants, mais où finalement certaines institutions, s'ils n'étaient pas contents de tel sujet parce que ça les mettait pas en valeur, ou je ne sais pas, finalement vous voulez pas qu'on soit accrédité, ou vous voulez pas nous voir, ou vous voulez plus nous donner d'interview, et puis finalement se dire c'est quoi, enfin faut faire une information qui leur plaît pour pouvoir couvrir l'information, donc c'est un peu à contresens, et d'autant plus que nous on a eu un peu la difficulté qu'on est un média fait par des jeunes, donc une plus petite structure, et donc aussi des jeunes, et cette facilité à dire voilà, vous mettez là, puis nous on va parler qu'aux médias d'après eux sérieux et traditionnel, et de s'être confronté à finalement, vu que vous êtes un petit média, on vous donne pas d'interview, ou finalement si vous traitez le sujet de telle manière, ça nous intéresse pas, ou justement parce que peut-être qu'on méconnaît certaines choses, nous dire finalement si vous couvrez tel sujet. Moi j'ai déjà eu une personne dans une interview, un avocat qui me dit moi j'aimerais bien revoir la vidéo. Je dis non, moi je veux pas vous envoyer la vidéo avant qu'elle soit postée. Oui, mais vous savez, j'ai déjà déposé plainte contre 20 minutes, contre machin, donc j'hésiterai pas à le faire contre vous s'il y a besoin, avant même que le sujet soit fait, et puis finalement j'ai jamais eu de nouvelles de lui, donc je suppose que ça lui a pas posé problème, mais de partir sur dès le début une forme de menace de attention, si tel sujet est fait de cette manière-là, on n'hésitera pas à vous bâillonner d'une certaine manière. Jonas, je vois que tu as envie de réagir, et après on va devoir on va pas tarder à conclure. Non, mais j'abonde avec aussi Alexia, donc la nouvelle de la journée. Je suis tout à fait d'accord. Et puis d'ailleurs, la GFI, l'année passée, a aussi été victime de ces mesures super provisionnelles. Pour bien comprendre ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que non seulement on doit retirer l'article qui a été publié, là c'était sur une banque en ligne genevoise, Flowbank, parce que maintenant on peut la nommer, mais justement on n'avait plus le droit non plus de décrire un quelconque article sur cette banque jusqu'à ce que le procès soit terminé, que la GFI a ensuite gagné. Mais c'est vrai que ça prend du temps, de l'énergie et des sous. Mais attention à ne voir que de la pression chez les gros méchants. Il n'y a pas qu'une pression économique, il n'y a pas qu'une pression judiciaire. Il y a la pression morale de la société, il y a la peur de l'opinion des autres, des confrères, qui nous autocensurent aussi. Et soyons aussi attentifs à ce genre de pression-là, pression parfois même interne. On ne s'autorise pas à traiter certains sujets, à dire certaines choses qu'on est pourtant habilité à dire puisqu'on est basé sur des faits vérifiés. Et très rapidement, comme j'ai les défis, j'aimerais conclure avec quelque chose d'un peu grand, mais qui a été mentionné par Tristan, le rôle du contre-pouvoir des médias. J'aimerais juste vous entendre là-dessus. Est-ce que parce qu'on parle du rôle des journalistes, voilà, on pourrait conclure avec ce rôle-là qui a été évoqué un peu rapidement, dont on n'a pas beaucoup parlé. Jonas, les médias, rôle de contre-pouvoir? Quatrième pouvoir? Oui, mais pas imposé. Ça va être le résultat de la culture d'une société qu'on veut avoir ce contre-pouvoir-là. Et c'est dans le sens de ce que disait Alexis de Tocqueville déjà au XIXe siècle, c'est d'avoir une circulation des idées les plus différentes possibles, les d'informations le plus variées possible, pour qu'on puisse avoir un débat de qualité. Alexia, comment est-ce que tu vois ce contre-pouvoir des médias? Est-ce qu'on peut parler de quatrième pouvoir? Oui, pour moi, ils sont essentiels à notre démocratie. La CEDH les qualifie de chiens de garde de la démocratie. Je pense que c'est tout à fait vrai, que c'est un contre-pouvoir, on voit très bien que dans les médias, dans les pays autoritaires, il n'y a plus du tout de diversité des médias. C'est simplement des relais informationnels de la part des pouvoirs. Donc c'est hyper important. Et j'ai l'impression que on est aussi un contre-pouvoir parfois des médias traditionnels les plus grands, en tout cas sur les questions écologiques. On a beaucoup challengé la RTS sur la manière dont ils les traitaient, sur leur occurrence aussi. Et on a eu des échanges assez intéressants avec la RTS à ce sujet. Donc j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois des petits contre-pouvoirs de contre-pouvoir.
Et allez, peut-être pour terminer, parce qu'on est bien ensemble là comme ça. Non, mais peut-être juste un mot un peu peut-être optimiste quand même. On a parlé beaucoup de coupes budgétaires, de restrictions, de perte d'emploi. Est-ce que autour de cette, enfin je sais pas si on peut dire autour de cette table, mais à cette table, comment est-ce que vous voyez un peu le futur de cette profession? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir assez rapidement, assez courts? Peut-être Géraldine, je commence avec toi. Oui, je pense qu'il faut avoir confiance, mais je crois surtout que, moi j'ai envie de dire que vous avez aussi un rôle, vous le public, vous n'êtes pas que des consommateurs d'informations, vous êtes aussi les premiers défenseurs. Et puis s'abonner à un média, faire un don, soutenir aussi des initiatives, c'est, je pense, important plus que jamais. Donc c'est aussi à vous de prendre tout ça en main. Voilà. Ryan? Je pense que c'est déjà une très bonne piste d'avoir des événements qui réunissent autant du public que des journalistes. Ce que vous faites avec le festival est aussi super. Et c'est justement un bon moyen de pouvoir peut-être trouver des pistes de solutions. Aussi écouter les avis très constructifs qui peuvent parfois nous faire un peu de mal, mais que ce soit sur les formats, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal d'espoir si les journalistes ne sont pas tout le temps en concurrence entre médias, etc. Puis ensemble puissent construire des projets, puis comme vous le faites super bien. Et je continue cette table. Voilà, Alexia, qu'est-ce que tu imagines de positif peut-être pour l'avenir, ou de moins positif? Mais déjà de positif, c'est qu'il y a autant de gens aujourd'hui qui s'intéressent à cette question, et plus que de l'espoir vain et passif, tout comme l'écologie, tout ce qu'on a besoin, c'est de la mobilisation, de gens qui s'engagent, qui prennent leurs responsabilités en tant que citoyens. Et c'est vraiment une notion fondamentale. Abonnez-vous si vous l'êtes pas à n'importe quel média, mais au moins un. Je pense que c'est le minimum citoyen. Jonas? Je vais divulgacher mon prochain édito. Moi, je suis assez fan de l'IA et je pense qu'il y a une chose avec l'intelligence artificielle qu'on n'a pas vu venir, c'est que avec les traductions automatiques que ça permet, nous, on va lancer ce mois-ci au Regard Libre la version allemande, anglaise de nos contenus, c'est que ça va nous forcer à avoir chacun une ligne éditoriale unique, puisque si on va gentiment pouvoir lire la NZZ en français, ce qu'on peut déjà en faisant la petite traduction comme ça. S'il y a un média qui dit la même chose, il sert à rien. Donc, d'avoir une ligne éditoriale bien sentie, unique, par média, ce sera aussi ce que nous permettra ces nouveaux outils qui vont nous faire gagner du temps pour réfléchir vraiment à des choses plus importantes. Faire un résumé de communiqué, on n'aura plus besoin de le faire ou on le fera plus rapidement. Retranscrire un entretien audio aussi. Par contre, on pourra soigner l'écriture, mieux définir sa ligne éditoriale et trouver des sujets originaux. Et François, le hasard du placement de table t'a mis pour le mot de la fin un petit peu. Voilà. J'y crois aussi. Je pense que ce paysage de la presse va complètement se réorganiser et je crois se recréer. Et puis des nouveaux médias vont apparaître qui naîtront d'eux-mêmes, qui ne seront pas des émanations des anciens éditeurs qui essayent de faire des choses, mais des choses nouvelles vont se créer. Et puis, pourquoi pas une NZZ romande dont tu as l'air d'appeler de tes voeux. Ça serait formidable, peut-être une vraie, pas juste une traduction de la vieille tante par IA. Mais j'espère que Jonas pourra lancer ça et me hérisser le poil tous les matins avec ses éditoriaux. On a une intervention, je crois. Ah, on ne vous entend pas. Pardon. Est-ce que c'est le mot de la fin? Parce que j'aimerais le mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à vous cinq d'être venus. Ryan Meldan, ex-rédacteur en chef de Caféine Média, qui n'existe plus, mais toi tu lâches pas le journalisme. Hein. Tu travailles actuellement sur un documentaire qui s'appelle La résilience du cèdre. Ça sort en début d'année prochaine. Alexia Tisser, co-créatrice du média Mieux. Le documentaire dont tu es co-réalisatrice, Devenir paysan, sort aussi tout début 2026. Et Jonas Follonier, rédacteur en chef du Regard Libre et correspondant à Berne pour la GFI, un hors-série sur les relations entre la Suisse et les États-Unis va sortir ce mois de novembre prochain. François Pilet, journaliste et cofondateur de Gotham City, et Géraldine Normand-Jacot, directrice du CFJM. Merci beaucoup à tous les cinq.